Et ben voilà, un escalier bien descendu, France. Bah ouais, je progresse chaque jour. T'as plus besoin de cascadeur, maintenant tu le fais tout seul. Voilà, absolument. Ah oui, c'est sûr. Et maintenant, mesdames, messieurs, plus prestigieux que les Oscars. C'est vrai. Plus méchant que les Gérard. C'est vrai. Plus drôle que les Césars. Oh, non. Oh non. Plus sexy que les Hôtes d'Or. C'est le prix Goldnadel du bisounours de la semaine. Alors, Gilles William, qui remporte le prix Goldnadel du bisounours de la semaine? Eh bien, le prix bisounours de la semaine est accordé à Madame Michelle Obama. Ah, bravo! Et pourquoi donc? Mais à dire le vrai, Thierry, je suis injuste. Parce que je n'ai rien contre Michelle Obama. Et j'aurais dû, en vérité, le décerner à la presse convenue et consensuelle. Oh, ce serait plus juste. Cet unanimisme de la presse, sans aucun sens critique, toutes les télés faisant sa promotion marketing pour son livre, ça joue sur des millions, avec à peu près toujours la même phrase formidable. Je veux dire, la culture bisounours pour les bisounours. Barack et moi, on a eu un problème de couple et on est allé voir un conseiller conjugal. Non. Ah si. Et on a trouvé ça merveilleux. Sur toutes les télévisions. Mais vous comprenez, c'est une femme, c'est une noire, elle est à gauche. Non. Bah si, quand même. N'exagérons rien. Mais par rapport Bah, vu à de Trump, toi, vu de chez toi, ok. Mais oui, Tout le monde est à gauche, Oui, chez toi. Oui, par rapport à Gilles William. Entre nous, les ouvriers américains préfèrent Trump. Hein. Mais oui. Bah oui. Elle est à gauche et surtout, elle déteste Trump. Donc, elle est dans le camp du bien. Ah, donc, défense de s'interroger sur l'unanimisme BA et de le trouver un chouïa bêta, elle est le bien. Enfin, elle a de la classe. Hein, désolé. Michelle Obama, prix bisounours de la semaine. Merci. Un bisounours, je lui fais des bisous. Des gentils, des doudous, des géants, des toufus. Un bisou sur la joue, un bisou dans le cou. Et voilà, dans un instant, nous recevrons l'avocat le plus célèbre de France, Éric Dupond-Moretti. Mais qui est vraiment Éric Dupond-Moretti? C'est le magnéto de Blacko, Serge. Est-il encore nécessaire de présenter Éric Dupond-Moretti? Ces 12 derniers mois, il était de tous les grands procès médiatiques. Pour que vous n'aimiez pas les avocats médiatiques, on est quitte, je vous aime pas non plus. L'an dernier, il défendait le frère de Mohamed Merah. Ils ont condamné Abdelkader Merah pour l'association de malfaiteurs, pour ses... Au mois de mai, il plaidait pour Jérôme Cahuzac. Et depuis la rentrée, il a obtenu l'acquittement de Georges Autron et a défendu Janowski, le commanditaire de l'assassinat d'Hélène Pastor. Il plaide dans une cinquantaine de dossiers par an. Parcourt des milliers de kilomètres, de cour d'assises en cour d'assises, comme un artiste en tournée. Même si vous ne regardez jamais le JT, vous l'avez sans doute vu dans des talk-shows pour la promo d'un de ses bouquins. Au printemps, il a publié le dictionnaire de sa vie. Cet automne, il publie Le droit d'être libre. Sinon, vous l'avez peut-être vu dans un téléfilm, comme L'affaire de Maître Lefort. Pour la première fois, Éric Dupond-Moretti. Vous aimeriez qu'il soit coupable, hein? Ou bien dans un film, comme celui qu'il a tourné avec Claude Lelouch. Il a une force absolument incroyable. Dès qu'il se lève dans le prétoire, on n'entend plus une mouche voler. On sent que l'attention des gens est captée. Et je me dis, cette attention, il faut que ma caméra en profite. Même si vous éteignez tous vos écrans, vous pouvez encore tomber sur lui dans la rue, puisque l'affiche du one-man show qu'il jouera en janvier est placardée sur les murs. Dupond-Moretti dévore la vie et il a de l'appétit. Voilà, moi je suis un boulimique de la vie. Il y a une formule magique de Françoise Sagan qui dit « C'est pas de mourir qui me fait peur, c'est d'arrêter de vivre ». Forcément, derrière cette insatiable envie d'exister, on sent bien qu'il y a une faille. Il faut remonter à l'enfance de mon client. Difficile de dire laquelle, mais enfin, il y a le choix. L'injustice des hommes, quand son grand-père a été assassiné. L'injustice de la vie, quand son père est mort alors qu'il avait 4 ans. Ou encore l'injustice de la société, puisque sa mère a dû faire des ménages toute sa vie pour pouvoir l'élever. Pas étonnant qu'en 84, il soit devenu avocat. Est-ce que vous n'êtes pas, mesdames et messieurs, le fruit de votre histoire? En 2004, il devient célèbre en obtenant l'acquittement de la boulangère d'Outreau. Mais depuis le temps qu'on le disait, qu'on n'avait rien fait. C'est fini. Avec près de 150 acquittements au compteur, il gagne même le nom d'acquittator.
En 2016, Lille devient trop petit pour lui et il s'installe à Paris où il vit désormais avec une chanteuse célèbre. Oui, je voudrais faire intervenir un témoin, l'épouse de mon client. Avocat et comédien, provincial et parisien, engagé à gauche mais défenseur de la chasse et de la corrida, on a du mal à mettre Éric Dupond-Moretti dans une case. Et c'est sans doute ce qui fait son charme. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça a de la gueule. Et donc, maintenant, j'accueille notre invité fil rouge, Éric Dupond-Moretti. Ça va, Eric? Ça va. Alors, comme tous les invités, vous avez un slogan. Et ce soir, vous méritez votre slogan plus que jamais, acquittator. Évidemment, vous ne l'avez pas volé. Vous avez réussi à obtenir l'acquittement de Georges Tron. Oui, mais c'était normal. Pour ceux qui connaissent le dossier comme Mais moi. c'était pas gagné, hein, quand même. Hein. Si, il y a un procès médiatique qu'il a perdu depuis 7 ans, et puis un procès judiciaire. Et là, on a pris le temps d'examiner les choses. Et la cour d'assises a motivé son verdict et il est acquitté. Mais c'est pas une victoire de la défense, c'est une victoire de la justice. Je le dis sans fausse modestie. Éric, tu es trop modeste. Parce qu'il arrive que quand on a perdu le procès médiatique, on perd le procès judiciaire. Si on a des juges qui laissent entrer l'opinion publique dans le prétoire, on peut perdre, oui. Voilà. D'ailleurs, je vois comment le parquet général, dans cette affaire, est enferrocé. Enfin, dans l'affaire Tron, il y avait quand même un procureur qui souhaitait obtenir un non-lieu, 2 juges d'instruction qui prononcent un non-lieu, un avocat général qui se prononce pour le non-lieu. Bon, c'est pas pour rien tout ça. Hein. Bravo. Alors, vous avez aussi un sampleur. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, gardons les années de sévices. Éric Dupond-Moretti, votre nouveau livre s'appelle Le droit d'être libre. Il sort aux éditions de l'Aube, vous l'avez écrit avec Denis Lafay. Vous y menez une réflexion sur votre métier d'avocat et vous condamnez toutes les menaces qui pèsent aujourd'hui sur nos libertés individuelles. Et nous allons parler en jouant pour commencer. Il s'agit d'un jeu dans lequel il n'y a que des questions sur vous. Donc évidemment, vous ne répondez pas, simplement vous validez les bonnes ou les mauvaises réponses. Elle vient à nos amis. On commence. Vous êtes prêts tous? Attention. Quand Éric Moretti a-t-il décidé de devenir avocat? Le jour où sa maîtresse l'a injustement accusé d'avoir copié sur son voisin. Le jour où Christian Ranucci, l'homme du polo vert rouge, a été exécuté. Le jour où il a appris que Saint-Louis rendait la justice sous un chêne. Ou le jour où il a vu la vérité si je mens. Ranucci. Oh non, Qui a répondu? tous, on a tous répondu en même temps. Un point pour tout le monde. Il y a aussi la mort Oui, moi, on est suspecte pas de assez rapide. votre grand-père Cherche pas. qui a fait naître votre vocation. C'est vrai que votre grand-père a été découvert aux abords d'une voie ferrée. Mais les juges n'ont pas jugé bon Non, on n'a pas trouvé le meurtrier. de faire une enquête. On n'a hein. pas fait d'enquête, donc voilà, c'est réglé. Ils s'en foutaient, quoi. Complètement, oui. C'était un petit rital. Petit rital, C'était voilà. pas grave. Bah, non. Bah, ça fait partie de l'ADN de ma famille, ça. Hein. C'est des choses qui marquent. Qu'est-ce qui est vrai concernant Éric Dupond-Moretti? Il n'a su parler qu'à l'âge de 4 ans. Il a loupé 3 fois son bac. Il est sorti dernier au classement du barreau de Lille, où il collectionne les oreilles des assassins. Dernier. Barreau de Lille. Il a dit dernier. Il a dit, bon, ça va. C'est vrai, bah, C'est tout est Ouais, c'est annulé. bien. là. Il est mignon. Ou alors D'accord. juste à moi. Ouais, parce que j'ai beaucoup séché en réalité. Ouais. On m'a sanctionné parce que j'ai séché, c'est-à-dire j'avais le choix entre le cours théorique sur, par exemple, la loi de 48 sur les loyers, ou aller écouter Lévy, Leclerc, Pelletier aux assises, et j'ai fait l'école buissonnière. Et voilà. Pas mal, ouais. Mais vous avez quand même terminé premier ex-aequo au concours d'éloquence. Hein. Ouais, une injustice. Éric Dupond-Moretti a affirmé qu'il aurait pu défendre Staline, Balkany, Jésus ou Hitler. Balkany. Tous. Saline. Non, tous. Oui, tous. Oui, Tous. Hitler. Ah oui.
Ouais, mais c'est parce qu'on m'a pas posé la question pour les autres. Ouais. Ah ouais. Mais bon, c'est Hitler, vous avez répondu sur Hitler. En fait, moi, on en a déjà parlé, vous dites-moi, je défends Hitler s'il renonce au nazisme. Bien sûr. Si Hitler continue à être nazi, je non, le mais quand défends j'ai pas. dit ça, c'était pour illustrer l'idée qu'on ne pouvait pas défendre les causes, on pouvait défendre les êtres. Oui. Ouais. Non, mais bien sûr, s'il me demande de plaider pour le nazisme... Mais le premier acte de pacification après la guerre, c'est un procès, c'est le procès de Nuremberg. Ouais. Et les nazis ont été défendus par des avocats. Ouais. 3 d'entre eux ont été acquittés, d'ailleurs. Ouais. Bon, mais effectivement, défendre le nazisme, défendre le communisme... Compliqué. C'est plus que compliqué, c'est pour moi impossible. Défendre le terrorisme aussi. Ouais, mais défendre une personne, c'est possible. Bien sûr. Quelle émission de télé-réalité a été particulièrement décriée par Éric Dupond-Moretti? Secret Story, Top Chef, L'amour est dans le pré ou Le tribunal de l'amour? L'amour est dans le pré. Oui. Bravo, Monia. En fait, Éric, vous dites en parlant de L'amour est dans le pré, il y a un mec, bon, il est puceau, il a 53 ans. On lui présente 2 femmes, il les regarde comme des vaches. Oui. Et il en jette une, quoi. Et il en jette une, et ça, c'est le pic de l'audience. Ouais. Et les féministes disent rien. Ouais. Voilà. Ouais, bah oui. Bon. L'indignation à géométrie variable, on connaît ça. Quel terme a utilisé Bernard-Henri Lévy pour parler d'Éric Dupond-Moretti au moment du procès d'Abdelkader Mera? Prétentieux médiatique, salaud sulfureux, magnifique goujat ou antisémite bouffé au mythe? Salaud sulfureux, non? Salaud sulfureux. Salaud sulfureux, Goldnadel, bravo. Je le voyais bien dans la bouche de BHL. ça. Ouais. Ouais. Et Éric a répondu le 3 mai 1936. Oui. Magritte a écrit au critique Richard Dupierreux qu'il n'était qu'une vieille pompe à merde. Et vous avez dit, je n'ai hélas ni le talent ni l'audace de Magritte. Ouais. C'est ça. Recevez l'assurance de mon exacte considération. Ouais. Ça vaut pas plus. Non, mais recevoir des leçons de celui-là... Ouais. Et je lui ai rappelé aussi, parce que ça, c'est très très important, que pour les droits de la défense, il devait relire Botul. Ah ouais. Ah oui. C'est une invention d'un journaliste du Canard enchaîné, il n'a jamais existé. Et lui, dans un de ses livres, il est allé voir une conférence de Botul en Amérique du Sud. Ouais. Donc, ça devrait... Voilà. C'est malheureusement vrai. Aux côtés de qui Éric Dupond-Moretti a-t-il joué un ténor du barreau dans l'affaire de Maître Lefort? Vincent Lagaffe, Patrick Sébastien, Michel Simès ou Cyril Hanouna? Sébastien. Moi, j'aurais dit Michel Sim. Alors, c'était sur France 2, effectivement. 4 millions de téléspectateurs. Pas mal, hein? Et en 2019, je rappelle que vous serez au Théâtre de la Madeleine pour jouer Éric Dupond-Moretti à la barre. Ceci étant, il y a quelqu'un que vous pourriez défendre en ce moment, c'est ce pauvre Patrick Sébastien qui est victime d'un délit de sale gueule. Ouais, c'est curieux, comme l'intelligentsia, parfois, s'accommode peu de la popularité. Mais oui. Et en plus, moi, quand je regarde, par exemple, comment ça s'appelle, Le Plus Grand Cabaret, je trouve que c'est une émission de très grande qualité. Mais oui. Ça fait rêver. Il va chercher des talents que personne ne connaît. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Il y a des années qu'il y a une certaine presse qui lui cogne dessus, bah oui. qui lui Non, tape mais attendez, vous dessus. êtes gentil. Bon. Quoi? Pardon. Madame Ernotte voulait liquider quand même les vieux mâles blancs. Oui. Ah bah c'était dans son programme. Oui. Eh ben elle tient ce qu'elle promet. Oui, mais il y en a qui s'accrochent, il y en a qui tiennent. Drucker Mais Patrick s'accroche plus. Sébastien, Ouais. il est viré. Et pourtant, Ah oui, il bah, fait un vrai travail de service public parce qu'en effet, le plus grand cabaret du monde, c'est une Comment émission de expliquer service qu'un public. animateur qui travaille pour le peuple est viré? Bah, invitez Madame Ernotte et demandez-lui pourquoi elle le vire. Ça m'étonnerait qu'elle vienne. Bien. Bon. Avec quoi Éric Dupond-Moretti récompense-t-il ses faucons pendant une partie de chasse? Des souris vivantes, des criquets et des sauterelles, des poussins congelés ou des croquettes pour faucons? Poussin congelé. Oui. Alors c'est marrant. Éric, vous êtes tout à fait... C'est ceux de Madame Courgeot? Éric, vous pratiquez la chasse aux faucons, vous fumez comme un pompier, vous aimez la corrida, vous êtes à rebours de tous les courants dominants de l'époque. Bah, c'est bien, ouais, je fais pas exprès, j'aime. Non, mais c'est pour ça qu'on vous aime. Ouais. Ouais. Mais en tous les cas, moi, je ne force personne à chasser. Je ne force personne à aller voir la corrida. Je comprends même qu'on puisse estimer que c'est un spectacle abject. Je ne contrains personne à faire ce que je fais, mais je ne veux pas qu'on vienne m'emmerder quand j'ai décidé de le faire. Voilà. Et je trouve qu'on est dans une époque où l'on stigmatise toutes les différences et où tout est polémique. Et c'est un peu ça dont je parle dans le bouquin. C'est qu'au fond, on y perd en liberté parce qu'on n'a plus la nuance et on n'a plus le choix. Eh bien voilà, on est d'accord.
Alors, bravo Monia. Ah ouais, c'est vous qui remportez le bio-quiz. Beaucoup à dire. Vas-y, un peu dire. On se retrouve après la pub. Ce soir, face au mercenaire, l'avocat Éric Dupond-Moretti. À tout de suite. Bonsoir les terriens du dimanche. Nous sommes toujours dans le bifort des terriens du dimanche, en compagnie des mercenaires et de l'avocat Éric Dupond-Moretti. Et maintenant, on passe aux une de la semaine. Alors chacun va vous présenter sa une. Il aura 1 minute pour en parler. Et on commence, on meurt de faim au Venezuela. Il y a 3 mois, pour endiguer l'inflation, le gouvernement a lancé une nouvelle monnaie. Mais rien n'y fait. Ouais. La situation empire. Magneto, Sergio. Aquí en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, jornada de martes, anunciaba que quienes ahorren en petros podrán adquirir también otras criptomonedas o monedas convertibles hasta el 31 de diciembre. El precio de la carne se incrementó entre 700 y 900% según los productores. Y es que la inflación de octubre se ubicó en 148% y por alarmante que parezca, es la mitad de lo que se registró en el mes anterior. Et voilà, Venezuela, chômage, famine, patrie. C'est votre une, Franz-Olivier Gisbert. Vous avez 1 minute pour nous la vendre. Attention, top chrono. Alors, à propos des communistes et des technocrates, un grand philosophe français a dit « Donnez-leur le Sahara, bientôt il n'y aura plus de sable. » Ouais. Ce grand philosophe, comme chacun sait, c'était Coluche. Bon. Il faut bien voir que le Venezuela, c'est un exemple concret de ça. Le Venezuela, c'est un grand pays de 30 millions d'habitants, avec les plus grandes réserves pétrolières du monde, plus que l'Arabie Saoudite. Et il est gouverné par des salopios pseudo-socialistes, qui, on ne sait pas trop ce qu'ils font de cet argent. Où va le pétrole, où va l'argent. Voilà, c'est ça l'histoire. Alors, ils expliquent qu'il y a un complot international contre eux. En attendant, ils s'en sont certainement mis plein les fouilles. Et alors, l'histoire, c'est... Il y a 2 chiffres extraordinaires. Il y a 3 700 000 Vénézuéliens qui souffrent de malnutrition. Les chiffres viennent de sortir. Et de l'autre côté, il y a plus de 3 millions de Vénézuéliens qui ont été forcés de quitter le pays par la faim, le chômage, etc. Donc, la morale de tout ça, c'est monstrueux. Mais la morale de tout cela, parce qu'il faut finir... c'est que, même s'ils sont soutenus par toutes les gauches du monde, quelqu'un de gauche peut être aussi un salopard, un pourri, un abruti. Et voilà, Franz-Olivier Gisbert. Et pendant ce temps-là, Nicolás Maduro, le président vénézuélien, se tape une grosse côte de bœuf magnéto. Je suis désolé, Raquel, mais la vérité passe avant tout, passe même avant l'amitié que j'ai pour toi. Non, les erreurs du gouvernement Nicolás Maduro sont des erreurs économiques absolument catastrophiques. Et j'ai beaucoup apprécié récemment un article dans Le Monde diplomatique de Temir Porras, qui a expliqué ça de façon assez lumineuse, les erreurs catastrophiques sur le plan, par exemple, de la gestion de la monnaie, des changes, etc. Ça commence avec Chavez. Hein. Voilà, j'allais le dire. Chavez, tu me l'enlèves de la bouche. Ça, c'est ce que vous aimeriez penser, mais sauf qu'il y a quand même une réalité, pour le coup, hein, la vérité, comme tu dis, c'est que l'effondrement des cours du pétrole ne se fait pas sous Chavez, il se fait actuellement. Et l'Arabie Saoudite, elle est pas à la rue, là. Attends, c'est à partir... Ils gèrent 100 fois mieux l'argent. C'est à partir de l'effondrement des cours qu'apparaissent effectivement ces erreurs économiques. Après, pour le reste, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une situation là-bas qui est extrêmement tendue entre le gouvernement, qui est effectivement resserré dans une espèce de tour d'ivoire autoritaire contre une opposition qui, elle, est armée, qui est qu'ils ont éradiqué. Attends, notre rôle à nous, comme Européens,
c'est de faire autre chose que de crier en permanence et de très loin contre la corruption, par exemple, qui existait déjà bien avant Chavez. Oui, pardon, mais enfin, là, dans les États qui sont menés par, qui ont beaucoup de pétrole, hein, la captation de la manne pétrolière par une oligarchie locale, c'est, en tout cas en Amérique du Sud et au Venezuela, c'était monnaie courante. Je te rappelle que c'est précisément pour expulser ces oligarchies que Chavez a été élu. Là, ils se disent socialistes, amis du peuple. On ne peut pas trouver des excuses à ce qui se passe au Venezuela aujourd'hui. On a l'impression à t'entendre. Je l'explique autrement que par l'explication, pardonne-moi, mais qui est assez sotte, qui est de dire « Oh, c'est des communistes ». Oui. Mais ça n'a rien à voir. Ah si. Crève de faim. Ah non, je suis pour l'explication sotte. Je suis pour l'explication sotte. Les communistes aiment tellement les pauvres qu'ils les multiplient. Éric Dupond-Moretti. Non, ce qui me fait sourire, c'est la conclusion de Franz-Olivier Gisbert, qui découvre qu'on peut être de gauche et être un salopard. Ouais, on peut être de droite et être un salopard aussi. Hein, non, je ne le découvre pas quand même, franchement. Deuxième ça s'appelle une chute chez nous. Canicia. Mardi dernier, Donald Trump s'en est pris à Emmanuel Macron dans une série de tweets. Hashtag Donald, hashtag Manu, hashtag Clash. C'est votre une, Pierre. Vous avez 1 minute. Top chrono. Et oui, Donald Trump n'a pas vraiment apprécié son séjour à Paris. Quand il est revenu aux États-Unis, il a publié un déluge de tweets absolument incendiaires contre Emmanuel Macron et contre la France. Alors, ça confirme que l'idylle entre Trump et Macron est bel et bien terminée. Et c'est pas la première fois que Donald Trump se fâche avec ses amis européens. Souvenez-vous, cet été, il avait expliqué que l'Union européenne était ennemie des États-Unis, avant même la Chine et la Russie. Et quelques semaines après, en septembre, il s'est vanté de son histoire d'amour avec le dictateur nord-coréen Kim Jong-un. Alors, à se fâcher comme ça avec ses amis, Donald Trump risque surtout d'isoler les États-Unis de la scène internationale. Et surtout, ça révèle autre chose. Ça révèle aussi que l'état de grâce dont bénéficiait Emmanuel Macron sur la scène internationale est lui aussi terminé. Alors, pour clore un peu ces histoires de gazouillis, je voudrais dire que Donald Trump devrait prendre un peu de hauteur parce qu'il est en train de passer du statut de leader du monde libre à celui de leader du monde libre de tweeter n'importe quoi. Pierre, si on en reste à l'explication de « il s'aime pas, il s'aimait bien, il était leader du monde libre », on passe à côté des choses. Donald Trump n'a pas inventé l'impérialisme américain, il existait avant, sauf qu'il était présentable. C'est-à-dire, quand c'était Barack Obama, tout le monde trouvait ça formidable. Mais l'extraterritorialité du droit américain, c'est-à-dire le fait que les juges américains peuvent imposer les lois américaines à nos entreprises pour les flinguer, ça existait avant. Simplement, Donald Trump le dit clairement. Et du coup, quand Emmanuel Macron, tout à coup, découvre, et on s'en réjouit, que pour que l'Europe existe, il faut qu'elle soit indépendante des États-Unis, qu'elle ait une défense indépendante, donc qu'il ne soit pas uniquement réduite à l'OTAN, eh bien, il l'exprime et c'est ça qui a fâché Donald Trump. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a des enjeux absolument énormes et parce qu'il y a un bras de fer actuellement. Angela Merkel a donné l'impression de se rallier à la position d'Emmanuel Macron sur l'armée européenne. C'est du flanc. Pour l'instant, les Allemands n'ont jamais soutenu ces positions-là. Ils se rangent derrière l'OTAN, comme la Pologne, comme les États baltes. C'est-à-dire qu'il y a toute une frange des pays européens qui n'ont aucune envie d'être indépendants. Parce que, de toute façon, l'Allemagne a freiné sur la taxation des GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, alors que ça aussi, c'est un enjeu d'indépendance et de souveraineté. Donc, derrière ce qui ressemble à une guéguerre et que tous les médias présente comme une guéguerre ridicule, il y a tout simplement la question de savoir si nous sommes une colonie américaine ou si nous allons défendre notre vision des rapports politiques, sociaux et économiques. Un mot en avance. Un mot, mais c'est quand même intéressant. Je suis désolé parce que ce débat est intéressant, je le reconnais, mais je vais un peu le rabaisser et je vais être un peu prosaïque. Parce que quand on a vu cette grande manifestation, qui pouvait ressembler d'ailleurs un peu à celle de Robespierre, vous savez, la grande fête de l'être suprême, il y avait quelque chose d'étrange avec tous ces chefs d'État qui étaient là, 70 dirigeants du monde, et qui étaient là comme faire valoir un peu de Macron, qui ont dû l'écouter parler très longtemps, sous la flotte. J'avais honte, voilà. Tous ces
gens étaient un peu en souffrance. Et à mon avis, il y a chez Trump, comme très souvent, c'est pas toujours de la politique, je suis désolé, il y a une explosion de colère, d'ego, absolument. Parce que Macron, qui a fait un très bon discours, mais qui a un ego qui vaut largement celui de Trump, il y a une façon comme ça de l'écraser. Le type pète les plombs. Et Merkel, d'ailleurs, à mon avis, il va payer ça la prochaine fois Macron, parce qu'ils ne vont pas venir facilement à la prochaine manifestation. Moi, ça m'intéresse de savoir quel est votre avis là-dessus. Mais moi, d'abord, ce qui me frappe, c'est l'expression par tweet. Le patron, le chef d'une des plus grandes puissances du monde, communique par voie de tweet. C'est-à-dire le contraire de ce qu'est l'expression, de ce qu'est l'argumentaire, de ce qu'est... Voilà. Si on prend ces interlocuteurs pour des gens intelligents, on communique avec eux. On ne fait pas 3 mots. Merci. Troisième une. Lundi dernier, Maggie Biskupski, la présidente du mouvement des policiers en colère, s'est suicidée. Elle était venue s'exprimer sur le plateau des Terriens du Samedi en septembre dernier. Alors, Gilles William, votre titre, Police, bonjour, tristesse. Vous avez 1 minute, Gilles William. 1 minute. Moi, c'est un crève-cœur parce que je la connaissais et vous la connaissiez. Alors, je ne sais pas du tout pourquoi Maggie est partie dans la nuit de lundi. Je ne sais pas pourquoi elle s'est suicidée, mais je sais bien qu'il y avait l'année dernière 138 flics qui se sont foutus en l'air. Je sais bien qu'elle défendait les policiers en colère. Je sais bien qu'elle était extrêmement remontée contre, et j'en avais parlé l'année dernière, contre l'état des commissariats, les rats, l'odeur des égouts. Sa patrouille, il y avait 10 personnes. Elle partait à 8h30 du soir, elle revenait à 5h du matin. 90 centimes d'indemnité par heure de nuitée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc moi, c'était peut-être pas une sainte, Maggie. J'en ai jamais rencontré des saintes dans ma vie, mais je suis bien certain qu'aujourd'hui, la vie de flic, c'est un sacerdote. Bonne nuit, Maggie. Hop, voilà. Mercredi dernier, Emmanuel Macron a donné une interview sur TF1 depuis le porte-avions Charles de Gaulle, filmé par Serge Calfon, qu'on félicite. Il a dénoncé une forme de poujadisme contemporain. Magnéto, Serge. Pour accompagner les territoires les plus en difficulté, ce sont vos impôts qu'ils payent. Et là-dessus, je voudrais quand même qu'on sorte d'une forme de poujadisme contemporain où les mêmes qui vous disent, à longueur de journaux télévisés, on paye trop d'impôts, sont les mêmes qui vous disent, dès que vous commencez à demander des efforts ou à faire des réformes en profondeur, vous disent, ne touchez pas aux dotations. Ne touchez pas, ne demandez pas d'efforts aux collectivités locales. Ne demandez surtout aucun effort ou aucun changement au monde du logement social. Ne demandez aucun changement. Ça n'est pas possible. Raquel, votre une, poujadiste, c'est celui qui dit qui est. Oui, parce que Emmanuel Macron utilise ce terme avec un effet de sidération. En gros, l'anathème est jeté, donc on ne peut plus rien dire. Et singulièrement, les gilets jaunes ne pourraient donc plus rien revendiquer. Mais moi, j'ai regardé et je me dis, mais c'est quoi au fait? Rappelons-nous, c'est quoi le poujadisme? C'est d'abord l'antiparlementarisme. Qui est celui qui a fait de la réduction du nombre de députés l'épigone de sa réforme constitutionnelle? C'est Emmanuel Macron. C'est être antifonctionnaire. Mais qui veut réduire 120 000 postes dans le service public? C'est Emmanuel Macron. C'est être anti-syndicat. Mais qui est celui qui ne fait que dire du mal des syndicats quand ils se mobilisent, par exemple, sur la question du chemin de Fèvre? Et qui est celui qui, en définitive, dit qu'il y a trop d'impôts lorsqu'il réduit l'impôt sur les fortunes ou lorsqu'il maintient le CICE, qui est une énorme niche fiscale pour les puissants? C'est Emmanuel Macron. Donc oui, il faut se méfier du poujadisme moderne. Il est à l'Élysée. Ah là là! Eric, pensez-vous que le poujadisme moderne soit à l'Élysée avec Dupond-Moretti? Je ne sais pas si le poujadisme est à l'Élysée. Mais je pense que vous avez les solutions, vous, pour régler tous les maux de notre pays. Mais ça, c'est de la promesse. Non. Si, bah si. Non. Forcément. Non, pas forcément. Là, c'est lui qui a le pouvoir, c'est pas moi. Oui, mais c'est vrai que c'est difficile de diriger un pays comme la France. Hein. Oui. Moi, je l'aime bien, ce Macron, pour des tas de raisons. D'abord parce qu'il a cassé les codes. Puis j'aime bien les gens qui cassent les codes. Ça, c'est la première raison pour laquelle je l'aime bien. Bah, ça casse pas beaucoup de codes de réduire les impôts pour les riches. Ça a quand même été fait par d'autres présidents avant lui. D'abord, politiquement, la traditionnelle division gauche-droite, elle a un peu explosé. Ça, c'est plutôt pas mal. Ah, moi, je suis tout à fait ravie de ça. Oui. Je trouve qu'Emmanuel Macron a une propension, si tu veux, à considérer que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui sont soit poujadistes, soit extrémistes, soit populistes. Je trouve que c'est un peu facile.
c'est un peu facile comme argumentaire. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe sur les gilets jaunes. Ce sont des extrémistes qui sont instrumentalisés. Ça ne peut pas être des Français simplement qui sont juste en colère. Voilà. Tous les fâchés ne sont pas fachos. Ilalisme facile. Vous m'accorderez quand même, moi je ne veux pas rentrer sur le fond du débat, vous avez vu comment je l'ai... Oui. Mais il faut quand même bien considérer qu'on vit dans une époque où la polémique prend le pas sur tout le reste. Quand Macron dit à un type qui cherche du boulot traverser la rue, moi je pourrais dire ça à mes enfants. Oui. Ouais. Comment c'est interprété? Alors il y a des gens qui le prennent bien en disant bah oui, il a raison, le type il est au chômage qui traverse la rue. Puis vous avez la moitié des autres qui disent mais il traite les chômeurs avec une espèce de condescendance. Et tout ça, ça s'oppose. Et on est tout le temps dans la polémique. Vous savez... Mais pourquoi on est dans la polémique? Parce que notre époque est à ce point manichéenne qu'il y a le blanc d'un côté, il y a le noir de l'autre. On nous contraint à nous positionner et on n'a pas la nuance. On n'a plus de nuance. Et tout est sujet à discussion. Ça devient infernal, tout ça. On vit dans la société de l'offense. C'est-à-dire tout le monde est offensé par tout le monde. Et pardon, sur les réseaux sociaux dont on parlait sur les tweets dont on parlait tout à l'heure, là, on est dans une espèce de déversoir anonyme. Et quoi que l'on fasse, on s'en prend mais plein la gueule. Et puis vous pouvez même pas leur répondre à ces gens-là parce que ce sont des distraits qui ont oublié de signer, il n'y a même pas une adresse. Donc c'est très compliqué quand même. Vous verrez quand vous serez au pouvoir comme c'est compliqué. Non, mais j'ai déjà vécu les réseaux sociaux, ne vous inquiétez pas. Cette semaine, nous allons commémorer le 3e anniversaire des attentats djihadistes du 13 novembre qui ont fait 130 morts et plus de 350 blessés. Certaines familles des victimes réclament des comptes à l'État. 13 novembre 2015, la voix de ma fille. C'est votre une, Natacha Polony. Tous les Français se souviennent ce qu'ils faisaient au moment où ils ont appris ces attentats. Ça fait partie de la mémoire traumatique collective. Mais la question que nous pouvons tous nous poser aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé depuis, ce que nous avons fait. Et est-ce que ces 130 morts, ces 350 blessés vont tout simplement s'effacer? Est-ce qu'il va y avoir ce qu'on appelle de la résilience? Parce que les bougies, les rassemblements, ça ne suffit pas. Parce que proclamer « vous n'aurez pas ma haine », c'est magnifique et c'est noble, mais parfois on peut aussi réagir différemment. Et il y a un père qui réagit différemment, Patrick Jardin, parce qu'il a perdu sa fille et parce que, comme beaucoup d'autres, il pose la question de savoir est-ce qu'il y a aujourd'hui, 3 ans après, moins de gens qui haïssent notre modèle culturel, qui haïssent notre société? Qu'est-ce que nous avons fait pour qu'il y en ait moins? Parce qu'ils étaient français, ceux qui ont tiré sur d'autres Français, donc comment on répond à ça? Et voilà, j'accueille Patrick Jardin, dont la fille a été tuée au Bataclan. Patrick Jardin, merci d'être avec nous. Donc c'est l'heure du témoin de la semaine. Patrick Jardin, aujourd'hui vous êtes toujours en colère. Oui. Contre ceux qui ont tué votre fille Nathalie lors des attentats du Bataclan. Vous dites à propos des terroristes, ils ont ma haine. Oui. Mais vous tenez les politiques pour responsables. Pourquoi, Patrick? Parce que j'estime qu'il y a beaucoup de zones d'ombre qui figurent encore dans ces attentats, notamment au sujet des militaires qui étaient en face, à qui on a donné l'ordre de ne pas tirer. Il y avait également un régiment de gendarmerie du 31-7 de Reims qui était normalement affecté à la surveillance de Manuel Valls, qui avait fait colonne de leur propre initiative vers le Bataclan. Ils ont été rappelés. Il y avait sur place des gens du RAID qui étaient là. On leur a interdit d'intervenir. Tout ça pour attendre que la BRI intervienne. Et il s'est passé entre-temps 2h30. J'estime que, bon, peut-être ma fille n'aurait pas été sauvée, mais on aurait pu sauver d'autres personnes. Patrick Jardin, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ça se passerait de la même manière? C'est-à-dire qu'il y a 3 ans, hélas, il y a eu des autorités qui ont été prises de court. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, on puisse se dire que ça ne se passerait pas comme ça? Ce serait exactement pareil. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on a déploré Charlie. Après, il y a eu le Bataclan. Après, il y a eu Nice. Mais je suis certain que s'il y avait de nouveau un nouvel attentat dans un stade, une salle de spectacle, on déplorerait le même nombre de morts. Quand on regarde les articles qui parlent de vos prises de position, de votre combat, on a l'impression que vous êtes considéré par certains comme la mauvaise victime,
c'est-à-dire comme celui qui n'est pas justement dans la résilience, celui qui affirme, oui, qu'il a de la haine. Et on a l'impression qu'on vous reproche cette haine au lieu de tout simplement se dire que la haine est venue d'ailleurs. La haine est venue de ceux qui ont massacré 130 personnes. Exactement, mais je ne comprends même pas d'ailleurs pourquoi on me met dans cette catégorie-là, parce que certains journalistes m'ont même traité de facho, d'extrême droite et autres. Mais le journal Le Monde, pour le citer. Oui, entre autres. Mais j'estime qu'au lieu de se préoccuper de mes appartenances politiques, il ferait mieux, eux, de s'occuper véritablement de l'attentat du Bataclan et de poser les bonnes questions. Parce que moi, je suis un papa qui a perdu sa fille, certes, mais que je sois de droite, de gauche, du centre ou n'importe où, ça ne change rien. Mon deuil est le même. C'est une façon, justement, de vivre votre deuil que d'essayer d'alerter. Malheureusement, ma fille, je ne pourrais pas la faire revenir. C'est clair, elle est décédée, je ne pourrais pas la faire revenir. Par contre, si je peux modestement apporter ma contribution pour qu'il n'y ait plus d'autres Nathalie, alors oui, ça me motive. Quelle décision aujourd'hui, quelle décision politique pourrait vous donner l'impression justement que vous avez rempli une part de ce que vous vous étiez fixé? Ce que je voudrais, c'est qu'on se mette quand même à lutter contre l'islamisation de notre pays. Parce que si on n'intervient pas rapidement, dans peu de temps, on vivra sous la charia. Et déjà, dans certaines banlieues, moi, malheureusement, je suis dans le nord de la France, à Tourcoing, M. Dupond-Moretti connaît bien, Roubaix, il y a certains quartiers où c'est déjà la charia. Merci. Eric? D'abord, cet homme, il a le droit de haïr les artisans de son malheur. Personne ne peut lui en faire leur reproche. Personne. Même un grand journal du soir, si... Absolument. Que j'ai voulu citer. Mais moi j'ai beaucoup écrit sur les victimes et sur la résilience. Le devoir d'une victime, c'est la résilience, mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Ensuite, il y a autre chose. Il y a comment la place que l'on consacre à la victime dans le procès pénal. Et la douleur de la victime ne peut pas tout emporter sur son passage, et en particulier balayer les règles que notre société civilisée a mis des millénaires à élaborer. Au fond, ce que veulent les terroristes, c'est nous interdire de vivre comme nous vivons, avec nos choix. Les rapports que nous avons, hommes-femmes, le rapport que nous entretenons avec la démocratie. Et la traduction de cela en matière de justice, c'est par exemple la règle du doute, c'est la procédure. Il y a parfois une confusion, il y a parfois des victimes qui, à l'audience, ne reconnaissent même pas la possibilité pour un accusé d'être défendu. Et là, on est dans la régression de notre époque, parce que ce qui distingue le terrorisme de la civilisation, c'est la règle de droit. Mais on ne peut pas interdire à un homme de haïr. D'ailleurs, monsieur, personne, je le dis, personne ne peut se mettre à votre place. Non mais pardon, Eric. Personne. Mais je pense qu'on est d'accord. Non, je vais plus loin que toi. Je ne suis pas dans la condescendance par rapport au père d'une victime. Moi, je dis, j'ai une vraie détestation pour la haine. La haine est un sentiment humain, et moi, je hais les djihadistes. Deuxièmement, sur un sujet technique, et monsieur a raison, moi, dans l'affaire Halimi, dont je défends la famille, après ça, il y a eu, les flics sont venus très vite. Le meurtrier continuait de torturer Madame Halimi pendant une demi-heure, ils ne sont pas intervenus. Donc, monsieur a parfaitement raison, si demain matin à 9h, il y a autre chose, je crains qu'il y aurait exactement les mêmes dysfonctionnements. Mais pardon de le dire. Alors, pardon, moi sur les dysfonctionnements, je ne sais pas si les policiers sont intervenus à bon escient, en retard, je n'en sais rien, je ne veux pas m'exprimer là-dessus. En revanche, vous dites qu'il faut lutter contre l'islamisation de notre pays. Monsieur, vous avez raison. Mais il faut faire attention quand on présente les choses, parce que il y a toujours derrière des risques d'amalgame. Je suis d'accord. Patrick Jardin, merci d'avoir été avec nous. C'était les unes de la semaine. On se retrouve après la pub avec Les Terriens du Dimanche, l'émission qui vous permet de vous faire votre opinion. Ce soir, face aux mercenaires, Eric Dupond-Moretti. À tout de suite. Go down. Bonsoir les Terriens du Dimanche.
Bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Ce soir, dans Les Terriens du dimanche, Éric Dupond-Moretti et notre invité fil rouge. Que faire des femmes et des enfants de djihadistes? L'avocat le plus célèbre de France et Gilles-William Goldnadel rendront leur verdict en s'enfrontant en duel. Pour la première fois en France, les travailleurs du sexe ont organisé un festival dans le but de faire entendre leur voix. Pierre Licia est allé au Castif. Et aussi, bien sûr, les Terriens de Tanguy Pastureau. Ce soir, face à Éric Dupond-Moretti, les 6 mercenaires, la Grande Rousse avec une veste noire, Natacha Polony. Pour détourner un avion, faut être dedans, elle est là. Raquel Garrido, elle est à la mode et elle taille des costards. Monia Cachemire, tête à claque, tête de mule, mais surtout tête bien faite. François-Olivier Gisbert et l'avocat qui se défend très bien lui-même, Gilles-William Goldnadel. La belle gueule qui ne compte pas la fermer, Pierre Licia. Et notre invité fil rouge, c'est l'avocat Éric Dupond-Moretti. Je rappelle votre slogan, acquittateur. Alors Georges Tron, là, ça a été terrible l'histoire, non? Mais Georges Tron, il est condamné par les médias depuis 7 ans. Ah oui, ouais. Absolument, je suis d'accord. Et là, il est acquitté, une décision parfaitement motivée. 2 femmes qui ont menti. Il y en a une, par exemple, qui se plaint d'avoir été violée et qui dit « Je suis retourné 25 fois le voir et j'ai été 25 fois violé. » 25 fois? Ouais, ouais. Ça fait 24 fois de trop, quand même. Hein. Oui. Ouais. Elle a 30 ans, hein, elle n'a pas 18 ans, elle a une certaine expérience des choses de la vie. Et l'autre, elle explique, par exemple, qu'il ne pouvait pas ne pas se rendre compte qu'elle n'était pas consentante parce que, dit-elle, je vous le promets, hein, lorsqu'il m'a caressé la cuisse, je me suis laissé faire parce que je voulais le job. Ouais. Ça s'appelle une promotion canapé, ça s'appelle pas une agression sexuelle. Alors, cette affaire, elle a été instrumentalisée par les féministes, par le Front National, qui a pris en charge ces 2 femmes. Ils sont allés voir Gilbert Collard, elles se sont réunies, elles se sont concertées, on a suborné un certain nombre de témoins, on a débattu de tout ça pendant 4 semaines. Et vous avez des tas de gens qui ne connaissent pas le dossier, même certains journalistes d'ailleurs, qui ont condamné Georges Tron. Et quand il est acquitté, au bénéfice d'une décision de justice, je le redis, motivée, vous avez une ancienne secrétaire d'État, Madame Maével, je crois. Méhavel, secrétaire d'État, qui dit « Il faut maintenant que le doute ne profite plus aux accusés ». Ah oui. Je ne sais pas si vous voyez dans quel... C'est une inversion, en fait, de tous nos principes. Du droit, bah oui, du droit. C'est-à-dire que depuis l'Antiquité, depuis Socrate, on sait qu'il vaut mieux un accusé en liberté qu'un innocent en prison. Et Voltaire a même dit, il vaut mieux 100 coupables en liberté qu'un seul innocent en prison. Il l'a écrit à propos de l'affaire Calas. Ouais. C'est même un principe dont on peut dire qu'il est constitutionnel, parce que c'est les principes généraux du droit. C'est à force de loi, force. Et voilà une connerie comme ça qui sort, il faut inverser. Vous savez qu'on a entendu des féministes dans cette affaire venir nous expliquer qu'elles étaient là, et leur charte le dit d'ailleurs, dans le cadre d'un combat. Mais moi, j'ai pas besoin de combattants, j'ai besoin de juges impartiaux. Et les mêmes nous racontent, dans ce même procès, qui servait de caisse de résonance, là, finalement, parce que ce procès est devenu un symbole. Mais quand les procès deviennent symboliques, les craintes, elles sont énormes. Et on a peur que le juge se laisse emporter par la symbolique du procès. Elles nous ont raconté qu'il fallait maintenant, entre les hommes et les femmes, un espace de séparation. Mais dans quel monde on veut nous faire vivre? Après être passé pendant 7 ans de broyeuse du tribunal médiatique, dans quel état il est aujourd'hui? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Ça a été quoi sa vie? Il est détruit. Sa vie, pardon, d'abord, c'est la fin de ses ambitions politiques. Évidemment. Il a démissionné de son poste de ministre. C'est les enfants dont on se moque à l'école. Voilà. C'est tous les humoristes qui font leur job et qui font tous les jeux de mots, d'excellentes factures sur le pied, pas le pied. Voilà, tous les jours, pendant 7 ans. C'est le type qu'on regarde à la rue en disant bah, il n'y a pas de fumée sans feu. Eh bien voilà, comment on démolit un type. Et quand on sort de ce procès, vous avez l'ex-secrétaire d'État qui hurle avec les loups, les avocats des parties civiles qui disent que c'est un procès scandaleux. Bah, écoutez, on a eu un procès d'excellente tenue.
j'ai dit au président, moi, que je trouvais que ce procès était un procès équitable avant de connaître la décision qui serait rendue. Parce qu'il avait de l'allure, ce procès. Et qu'on est allé au fond des choses et qu'on a mis ces femmes face à leurs contradictions. Eh bien, vous avez des journalistes qui ont décidé une fois pour toutes qu'il était coupable et qui ont eu d'énormes difficultés à relater l'audience. Et je vais vous dire une dernière chose. J'ai acquis la conviction absolue, depuis ce procès, qu'il fallait désormais les diffuser, les procès, mais dans leur intégralité. Parce que vous avez les journalistes qui viennent, certains d'entre eux, hein, il y a évidemment des gens sérieux et qui font vraiment le job, qui sont de vrais chroniqueurs judiciaires. Mais vous avez des gens qui arrivent le premier jour, puis ils reviennent le 5e jour, puis ils reviennent pour l'audition d'un témoin phare, d'un témoin vedette, et puis tout ça, ça commente, et puis tout ça, ça disserte. Et au fond, ce ministre-là qui vient de s'exprimer, je l'invite à venir chez moi, si elle le veut, qu'elle me dise chiche. Je vais lui montrer les éléments de dossier. Parce qu'on ne l'a pas vu à l'audience. Parce qu'elle ne connaît pas le dossier. Et pardon, elle ferait bien de la fermer. Moi, je voudrais m'excuser auprès de M. Tron pour toutes les saloperies que mes confrères ont pu écrire sur lui. Peut-être moi-même, d'ailleurs, je ne sais pas. Je n'ai pas le souvenir. Mais je crois il y a un devoir d'excuse. Et pardon, M. Tron. Voilà. Je pense que ça, il faut... Je pense qu'on ne le fait pas assez dans ce pays. Il en a pris plein la gueule. Excusons-nous tous. Et en Belgique, le Conseil de déontologie journalistique ainsi qu'en Suède débat beaucoup de la façon dont les procès sont suivis et ça donne beaucoup matière à discuter sur la déontologie journalistique. Celui-là, franchement, il fallait vraiment chercher pour voir le verdict. Moi, j'assiste, notamment, je l'ai dénoncé à plusieurs reprises, je vois des procès sur les chaînes d'infos continues 3 ans avant que le vrai procès se fasse. Et alors, vous avez la présidente de cour d'assises à la retraite qui n'a rien d'autre à foutre que de commenter un dossier qu'elle ne connaît pas, nostalgique quand il me tient, le flic qui n'a pas vu les PV, les avocats qui n'ont rien d'autre à foutre que venir commenter une affaire qui n'est pas la leur, et le psychiatre qui raconte la psychologie ou la psychiatrie du type qu'il n'a pas expertisé. Et là, je l'ai écrit d'ailleurs, c'est tout juste s'il n'y a pas un écran noir avec taper 1, il est coupable, taper 2, il est innocent. Et c'est ça qu'on offre finalement. Et le mec, s'il est acquitté 3 ans après, il y a 2 lignes. Ouais. Mais on l'a crevé médiatiquement pendant 3 années. Bravo. On commence avec l'invité fil rouge face aux mercenaires. Alors, Éric Dupond-Moretti, je rappelle donc que vous publiez Le droit d'être libre aux éditions de l'Aube. C'est un livre dans lequel vous menez une réflexion sur votre métier d'avocat et vous condamnez toutes les menaces qui pèsent sur nos libertés individuelles. Avec vous, nous allons parler du ténor du barreau que vous êtes, mais aussi de l'homme, Éric. Justement, Monia, vous avez une question perso à poser à Éric Dupond-Moretti. Oui, bonjour maître, je veux dire maître. En fait, ce qui me fascine chez vous, c'est qu'on peut venir d'un milieu modeste et cultiver cet art de l'éloquence. Ce n'est pas quelque chose qu'on hérite de sa famille. En lisant sur vous, j'ai été touchée de voir que vous passiez votre enfance à feuilleter le Larousse. Et il y a un livre que j'aime plus que celui-là, le nouveau, c'est le Dictionnaire de ma vie, qui m'a particulièrement touchée. Et il y a un moment, vous dites « J'ai rapidement compris que je n'irais pas pécho en boîte de nuit. La seule façon de séduire, c'est les mots. » D'ailleurs, vous reprenez une célèbre phrase de Robert Badinter, vous dites « Plaider, c'est bander, et convaincre, c'est jouir. » Alors moi, je voulais savoir, est-ce que c'est si charnel que ça, une plaidoirie? Est-ce que pendant cette plaidoirie de M. Tron, est-ce que vous avez joui? Effectivement, c'est un engagement total. Moi, je pense qu'on ne peut pas finir une plaidoirie sans avoir la chemise trempée. Il faut donner quelque chose. C'est en ce sens que c'est charnel. Enfin, défendre un homme, c'est pas le défendre du bout des doigts, du bout des mots. C'est quelque chose qui va très très loin. C'est un engagement. Vous savez d'où ça vient, le mot avocat? Ça vient d'un mot latin advocatus, qui signifie celui qui prête sa voix. Et moi, j'ajoute celui qui prête sa voix à celui qui n'en a plus. Voilà. Et quand on est là, et quand on fait ce métier, ça n'est plus un métier, et il faut effectivement un investissement total. C'est ça la notion charnelle de la plaidoirie. Raquel, vous avez une question pour Maître Dupond-Moretti. Oui. Dans le livre « Le droit d'être libre », vous faites une plaidoirie pour que les Français défendent leur propre liberté
et vous pointez des reculs de nos grandes libertés. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que vous avez 100% raison. En revanche, il y a quelque chose dans ce livre qui m'étonne beaucoup. Vous semblez occulter le fait qu'il y a des hommes et des femmes politiques actuellement au gouvernement qui sont ceux qui mettent en œuvre ces lois de régression des libertés. Cette semaine, par exemple, à l'instant où nous parlons, il y a une nouvelle loi qui est en discussion. Et par exemple, en ce qui concerne les techniques spéciales d'enquête, donc filature, je ne dis pas ça pour vous, mais pour nos téléspectateurs, écoute, pose de micro, etc. Il y a encore une fois un élargissement de la possibilité de le faire et le fait que ce soit le procureur qui le décide et non pas un juge d'instruction. Alors, pourquoi est-ce que dans ce livre, je ne le lis pas, ça? Pourquoi est-ce que c'est un livre qui ne s'adresse qu'aux Français en disant « c'est vous qui renoncez à vos libertés ». Mais pourquoi est-ce que vous mettez tout ça sur le dos du peuple? Non, c'est pas vrai. Mais arrêtez, je ne suis pas contre le peuple, j'en viens, moi, du peuple. Arrêtez. Justement. Mais arrêtez, je ne dis pas ça. D'accord. Je dis en réalité que les politiques nous ont amenés vers le sécuritaire. On nous a vendu pendant des années le tout sécuritaire, comme si le sécuritaire était la seule solution à la rémission des infractions et des crimes. Donc je dis qu'on nous a vendu ça et que ça marche plutôt pas mal. Parce qu'effectivement, le sécuritaire a pris une place très importante et le terrorisme a renforcé cela. Et je dis aussi d'ailleurs que les premiers qui profitent de ça, ce sont les partis populistes. En particulier le parti de Marine Le Pen. Parce que chaque fois qu'il y a un attentat, ça lui profite. Qu'on le veuille ou non, statistiquement, ça lui profite. Donc, je dis ces choses. Je parle aussi de l'état de droit, de l'état d'urgence, pardonnez-moi. Je le critique en ce que, non pas en ce qu'il renforce les pouvoirs de la police, on a besoin de beaucoup de renseignements, on a besoin de beaucoup de moyens pour lutter contre le terrorisme, mais en ce qu'il n'y a pas de contrôle judiciaire. Moi, ça me chagrinait, je l'ai dit d'ailleurs. Relisez-le, vous verrez. Bien sûr, je le relirai avec plaisir. Ouais. Mais je trouve que vous dédouanez beaucoup, finalement, pas seulement Emmanuel Macron, que vous avez quand même gentiment défendu tout à l'heure, mais globalement, si vous voulez, globalement les puissants, c'est-à-dire... Non, écoutez, j'évoque Breivik, par exemple, cet attentat commis par un type de l'extrême droite en Norvège. Il y a des mouvements qui se sont exprimés pour durcir les peines. Et les pouvoirs publics, les politiques, ce que l'on n'a peut-être pas fait chez nous, on dit non, parce que si nous augmentons les peines et si nous réprimons davantage, alors nous allons donner raison aux terroristes. Exactement. J'explique tout ça. Donc Emmanuel Macron pourrait faire pareil. Mais Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, tous ceux qui sont au pouvoir ont beaucoup de difficultés aujourd'hui avec le sécuritaire. Un politique qui dirait aujourd'hui, écoutez, on va envisager la création d'écoles plus que la création de prisons. Est-ce que vous avez vu les sondages? Vous me parlez du peuple, mais il y a un sondage publié dans Libération qui est édifiant. Il raconte que les Français aujourd'hui savent parfaitement ce qu'est la prison et pourtant, ils estiment que les gens doivent être dans des conditions encore plus difficiles d'incarcération. Ça, c'est pas les politiques. C'est les gens. Si, c'est un peu les politiques, quand même. En définitive, de toute façon, les gens n'ont pas les moyens de créer des prisons. Ce sont les politiques qui disent ça. On ne peut pas opposer le peuple et les politiques. Ils font osmose. L'un répond à l'autre, d'une certaine façon. Non. Et oui. On n'est pas dans un pays où le gouvernement écoute trop le peuple. Mais, d'accord, mais je parle des deux. Je parle du peuple. Et je parle aussi des politiques. Mais vous avez lu ce que vous souhaitiez lire? Non, j'ai tout lu. Alors maintenant, des questions pour le ténor du barreau. Dans votre livre, vous condamnez notre société hyper moralisatrice. Notre reporter, Pierre Licia, est allé au Casse-Pied, direction un festival organisé par les travailleurs du sexe dans le but de faire entendre leur voix. Magnéto, Serge. Prostitution, escorte, striptease, webcam, assistance sexuelle, les travailleurs du sexe ont des métiers variés, pourtant on les entend peu, on les voit peu. Pour la première fois à Paris, ils organisent leur festival. Les travailleuses du sexe ne sont jamais présentes dans les médias. Donc ce festival, c'est une forme de réparation, en fait, de la part des minoritaires qui décident de reprendre la parole. On ne s'intéresse jamais à quelles sont nos revendications. Et alors quelles sont-elles? Nous, on souhaite avoir le même statut que tous les travailleurs en France, c'est-à-dire accéder aux droits communs. Nous ne voulons pas de la pénalisation des clients et nous souhaitons lutter contre les discriminations et la stigmatisation qui est faite envers nous et envers nos activités. Il faut utiliser les plateformes de la même manière
Quel nous utilisons. Carmina, vous êtes camgirl. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est camgirl? Camgirl ou camboy, ce sont des hommes ou des femmes en fait qui font des shows, donc en général sexy ou sexuels, sur des sites, soit des sites de webcam, soit sur des logiciels en rendez-vous solo, en un par un. Il y a une énorme variété de métiers du sexe. Je trouve ça hyper important qu'on puisse parler de ces métiers-là et de les considérer comme n'importe quel autre métier. Derrière chaque métier du sexe, il y a des personnes qui ont juste choisi ce métier où elles se servent de leur sexualité comme outil de travail. Mais c'est rien de plus que ça. C'est pareil que d'être boulanger ou d'être n'importe, d'être secrétaire ou je sais pas. Alors qu'est-ce que c'est que cette société où on nous dit comment on doit baiser? Ben justement, c'est toute la question que j'ai envie de poser à Maître Éric Dupond-Moretti, parce que dans votre ouvrage, vous dénoncez justement que le droit est devenu à l'image de la société, c'est-à-dire une société, et je vous cite, dangereusement puritaine, hygiéniste, uniforme et réfractaire aux aspérités. Alors, ma première question, c'est le travail du sexe est-il un travail comme les autres? Et est-ce que le refus de donner un statut juridique aux travailleurs du sexe se fait pour des raisons morales, justement? La façon dont on traite la prostitution dans notre pays, c'est assez singulier. Un jour, une ministre a décidé qu'elle allait éradiquer la prostitution. Ah bon? Et où on en est là maintenant? Ça n'existe plus, la prostitution? Alors justement, depuis... Attendez, pardon. Alors, par exemple, on va nettoyer un quartier, très bien, et on précarise encore les prostituées. Et sous couvert de leur faire du bien, au fond, et de faire du bien à notre morale, on précarise des femmes qui n'ont pas besoin d'être précarisées. Et pourquoi pas, effectivement, les travailleuses du sexe, pourquoi elles ne pourraient pas cotiser, pourquoi elles ne pourraient pas être assurées, pourquoi elles ne pourraient pas bénéficier d'un certain nombre de choses. Là, c'est quoi? C'est les camionnettes qui vont de chemin forestier en chemin forestier. Et vous pensez franchement que Najat Vallaud-Belkacem, c'était on arrêtait la prostitution? Mais ça se décrète pas, ça. C'est le plus vieux métier du monde. Alors plutôt que d'aider les gens avec beaucoup d'humanité à faire ces métiers qui sont des métiers extraordinairement difficiles, dégradants, qui concernent les plus pauvres, on leur impose des interdictions, de la réglementation. Bah, je ne sais pas si c'est la bonne idée et la bonne solution. Sûrement voilà, pas. moi, ce que je pense. Mais... Vous connaissez la belle formule de La Fontaine dans Les Animaux malades de la peste. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de la cour vous rendront blanc ou noir. Bon, on a le sentiment aujourd'hui, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que les gens de pouvoir arrivent en position de faiblesse devant le tribunal médiatique. Et vous parlez d'ailleurs d'un cas que vous avez... vous parlez d'un cas que vous avez traité, c'est Jérôme Cahuzac. Bon, c'était très compliqué pour lui, alors que c'est vrai que nous avons tous été, comment dire, nous avons fermé les yeux sur les aventures de Johnny Hallyday ou de Charles Aznavour en Suisse, ou ailleurs. Jérôme Cahuzac, par exemple, il s'est trouvé des journalistes, d'abord, à Mediapart. Enfin, il est coupable, hein. Oui. Mais attendez, oui, il est coupable, il n'a pas plaidé le contraire, hein. Oui, bien sûr, absolument. Mais quand un type de Mediapart, Edoui Plenel, demande au procureur des poursuites contre lui, il est journaliste ou il est flic? Vous voulez me répondre? Bah... Ah, c'est dur, hein. Trotsky, c'est un jour, flic toujours. Je sais pas. Une bonne réponse. Mais c'est trop facile. Quand ensuite... Bonne réponse. Il y a un problème de déontologie journalistique. Ne sois pas corporatiste. Va pas mettre ça sur le dos des trotskistes qui peuvent mettre. Il y a un problème de déontologie un jour, flic toujours. L'inventeur du goulag, c'est Trotsky. Attends. L'inventeur du goulag, c'est Trotsky. Attends. Thierry, quand il décide d'interjeter appel, il est condamné à de la prison ferme. Je ne suis pas son avocat à l'époque. On écrit dans la presse qu'il devrait avoir honte d'interjeter appel. D'abord, c'est un droit. Puis deuxièmement, il a une maman qui est une dame âgée. Et il ne voulait pas imaginer une seconde que cette femme puisse le voir entrer en prison. C'est pas indigne, non? Il a fraudé. On est bien d'accord. Il a fraudé il y a 20 ans. Okay. Et puis, il a suivi son destin et ses ambitions. Et puis, il s'est retrouvé ministre avec une fraude qu'il avait faite 20 ans avant. Attends, laisse-moi finir. Quand il n'était pas médecin. D'accord. Et puis, il a menti. Parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, humainement. Je veux dire, on a tous menti. Quel bon avocat. Mais non, mais c'est vrai, bon Dieu. Cahuzac, je le déteste. Et là, en t'écoutant, je finis par changer d'avis. Non, mais Thierry... Il est trop fort. Mais non. Sa maman qui ne veut pas qu'il rentre en prison.
T'es tellement humain. Eric, tu es tellement humain. C'est ça ta force, c'est que t'es humain. Mais non, mais enfin, c'est tellement simple de comprendre qu'un type qui est au zénith, à ce moment-là, il est en train de divorcer. Il lui reste que son poste de ministre. Il pense qu'il peut passer au travers des gouttes parce que Mediapart n'a pas tous les éléments. Oui. Contrairement à ce qu'il... Laisse-moi 2 minutes. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ment. Mais on n'a jamais menti, moi. Moi, quand je me fais gauler sans ceinture de sécurité, je dis aux gendarmes qui m'arrêtent, je la mets tout le temps, c'est pas vrai. Et c'est pour un truc de rien. Donc quand on en est là, il essaie de s'en sortir. C'est humain, je dis pas que c'est bien. Et comme on est dans l'époque de la transparence, le mensonge est devenu plus grave que la fraude. Il a été condamné à de la prison ferme, plus parce qu'il avait menti que parce qu'il avait fraudé. Et puisque tu fais le parallèle avec Johnny, on a rendu un hommage national à Johnny. Moi, j'adorais Johnny, je suis un fan total. Il a passé sa vie à essayer d'obtenir d'autres nationalités pour pas payer l'impôt. Oui, alors attends. Bon, alors tu peux pas crever Cahuzac d'un côté pour une fraude fiscale. Je te parle pas de Johnny. Non. Alors la question, parce que il faut répondre à la question quand même. Ouais. La question, c'est quand même 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire que bon, vous sanctifiez Cahuzac, c'est votre client, c'est tout à fait normal. Je sanctifie pas. Et de l'autre côté, vous demandez qu'on regarde un peu du côté de Johnny Hallyday et de Charles Aznavour. Il trouve l'humanité. La différence, c'est que les deux n'ont jamais fait de leçon de morale. Les deux, ni Aznavour ni Hallyday. J'entends bien que c'est grave pour un ministre du budget. Oui. Voilà. Sévère. Un ministre du budget sévère. Je me mets à la place du type qui est contrôlé, puis qui dit celui qui nous contrôle, et puis on il a juré tout ça. Oui, mais on est d'accord là-dessus. Et on se souvient tous de lutter contre la fraude fiscale, le petit panneau. On est d'accord là-dessus. Ouais. Je dis seulement qu'il a été davantage sanctionné pour le mensonge que pour la fraude. C'est une réalité. Et la fraude, sur le montant avéré, il n'y a jamais un type en France qui a été en tôle avec ça. Il faut quand même le retenir. Voilà, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la Cour d'appel ne l'envoie pas en prison. Et puis, quel est le sens de la peine? Le sens de la peine, c'est de condamner les gens, bien sûr, de les punir, de les réinsérer, là, ça se posait absolument pas. Et puis aussi, ne l'oublions pas, de mettre à l'écart des gens dangereux. Ben, c'est la raison pour laquelle il n'a pas été en prison. Et aujourd'hui, il essaie de redevenir médecin, et vous avez des gens qui ne souhaitent pas qu'il devienne médecin. Il faut qu'il redevienne, bien sûr. Ben, y a un type qui s'appelle Chou, qui ferait mieux de s'occuper de ses oignons, pardon, sans mauvais jeu de mots. Mais tu l'as fait quand même. Il se répand partout, on lui a rien demandé. Mais qui c'est pour dire que Cahuzac ne peut pas être médecin. Et je vais te dire un truc, Cahuzac, il est parti faire de l'humanitaire. Personne ne le savait. J'entends bien, c'était pas pour à des fins opportunistes. Bon, ben, l'association a dit, je demande un truc, c'est de pas donner notre nom, parce que si on sait qu'on vous a pris, alors qu'il est allé soigner des mômes, d'accord? Si on sait que vous êtes venu travailler pour nous, on n'aura plus de dons, on en est là. Voilà. Et moi, je pense qu'un type qui a été condamné, qui a été jugé, peut passer à autre chose. Oui, bien sûr. Voilà, c'est tout ce que je demande pour lui. Natacha, à vous. On a parlé là de différents procès. Il y a des procès qui sont dans les pages quasiment politiques des journaux, par exemple le procès d'Abdelkader Mera. Et puis il y a les procès dont on vient de parler et beaucoup d'autres qui sont dans ce qu'on appelle les pages faits divers des journaux. Ces pages-là, elles sont parfois décriées et un célèbre sociologue, Pierre Bourdieu, a parlé du fait divers qui fait diversion, c'est-à-dire cette idée que les médias mettent en avant ces faits divers pour masquer les véritables problèmes, pour ne pas parler du fond. Or moi, j'ai commencé dans un journal qui était tenu par Jean-François Kahn, Marianne, et Jean-François Kahn mettait des pages faits divers en me disant, et en nous disant à tous, ça nous raconte quelque chose de la société, c'est très important. Et pour vous, nous sommes aussi, d'ailleurs. Voilà, pour vous, ça raconte quoi, un fait divers? Ça nous parle de quoi dans l'être humain, un fait divers? L'époque, d'abord parce que ceux que je défends dans le fait divers, ils sont comme nous, d'abord le fruit de leur histoire. Et de leur histoire contemporaine, en l'occurrence, s'il s'agit d'affaires récentes que l'on juge là. Et donc, effectivement, ça en dit long sur notre époque, sur notre société, ça en dit long sur nous aussi. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une espèce d'attraction folle du grand public. Tron, il y avait une queue, mais gigantesque. L'affaire Pastor, il y a des gens pratiquement qui dormaient aux portes du palais pour obtenir leur place. En plus, c'est gratuit. Alors, c'est chauffé et gratuit. C'est important, selon vous, de faire comprendre
aux gens, j'allais dire, la noirceur de l'âme humaine, sa complexité, c'est ce qu'on n'arrive pas à saisir, justement dans une époque où on a, par exemple, des associations, souvent les associations féministes, c'est très frappant, ont tendance parfois à nous présenter le monde comme s'il était transparent, clair, transparent, manichéen, bien sûr. C'est essentiel d'expliquer ce qu'est notre humanité, comment on est à la fois ombre et lumière, comment on peut être ministre du budget et menteur, comment on est... C'est votre truc, ça, on peut être à la fois bon ou mauvais, on n'est pas bon ou que mauvais. Mais qui... Ça t'avait pas échappé. Non, mais je sais, bon mais... et la canaille, comme dit la chanson. Bah oui, voilà, c'est dans le Serge livre, ça, c'est dans le livre. C'est page 12, au début, absolument. Bien sûr. chantée par Isabelle Boulet. Oui, merveilleusement interprétée par Isabelle Boulet. Ouais. Grande chanteuse. Ouais, Vous la connaissez? Elle a sélectionné ma sœur à La Voix au Québec et s'est retournée. On a un point commun. C'est vrai. La Voix? Oui, alors au Québec, on parle français. Rappelez-vous. Donc, ça s'appelle La Et Voix. maintenant, la question du 7e mercenaire. Ce soir, c'est celui qui connaît les faits divers mieux que personne. C'est Christophe Ondelat, Magnéto Serge. Salut Eric. Voilà. J'ai tué un mec. Et j'ai bien envie de plaider l'innocence parce que je crois qu'il n'y a pas de preuves. Alors je veux savoir si tu es d'accord pour me défendre. Et puis combien ça coûte. Bravo Christophe. Alors, très bonne question. Alors, d'abord, on va commencer par combien ça coûte. Il y a 3 critères. Hein. Ouais. Il y a la notoriété de l'avocat. Il y a la faculté contributive du client. Combien il a de pognon, quoi. Bon. Alors ensuite, il connaît très bien la réponse. Il pose la question. Bien sûr, je le défends. Ouais. Bien sûr. Tiens, qu'est-ce que j'aimerais avoir commis un crime et être défendu par vous. Il ne tient qu'à toi. De toute façon, apparemment, on s'en sort toujours. Non, mais, Il y a de l'espoir. la dernière liberté d'un homme qui est embarqué dans la machine judiciaire, c'est de mentir. Et tant qu'un homme... Moi, je ne fais pas l'apologie du mensonge. Mais tant qu'un homme peut mentir, bah, ça veut dire que c'est l'accusation qui doit rapporter la preuve de sa culpabilité. C'est fondamental, ça. Et voilà, on se retrouve après la pub pour la suite des terriens du dimanche. Que faire des femmes de djihadistes? Éric Dupond-Moretti et Gilles-William Goldnadel rendront leur verdict en s'affrontant en duel. À tout de suite. Rebonsoir, les terriens du dimanche. Re-bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Toujours en compagnie des 6 mercenaires. Natacha Polony. Raquel Garrido. Les Raquel du samedi, du bleu sur les paupières, tourne aussi. Monia Cachemire. Je suis snob. C'est vraiment le seul défaut que j'ai. Franz Olivier Gisbert. Le temps dure longtemps. Gilles-William Goldnadel. Carrément méchant, jamais content. Carrément méchant, jamais content. Et Pierre Lysia. Mais moi je voulais une moustache. Face aux 6 mercenaires, l'avocat Éric Dupond-Moretti. Antisocial, perte sans froid. Repose à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt les années de service. Et maintenant, on passe au duel de la semaine. Snap the Power, ouais. Alors, depuis l'effondrement de l'État islamique l'an dernier, une 60aine de Françaises, de femmes de djihadistes, se trouveraient dans des campements en zone irako-syrienne. On écoute le témoignage de Margot Dubreuil, une Française qui a rejoint Daesh en 2013. Elle est mère de 3 enfants. Magnéto, Serge. Donc la plus grande, c'est Yasmine, elle a 6 ans. Deuxième, c'est Aïssa, il a 3 ans. Et ma dernière, c'est Beil Hassan,
Elle a 5 mois. Aujourd'hui, la France n'a pas vraiment envie de vous voir rentrer. Est-ce que vous le comprenez? Bien sûr, j'estime que c'est tellement dans leur droit de craindre. J'imagine même ils doivent se dire psychologiquement on est instable, etc. C'est quelque chose que je peux comprendre. Alors, selon l'un des 2 avocats de la mère de Margot Dubreuil, la jeune femme est toujours en attente d'un jugement en Syrie. La France exclut pour le moment tout retour des adultes, mais 150 enfants de djihadistes pourraient être rapatriés dans les prochains mois. Alors, que faire des femmes et des enfants de djihadistes? C'est la question qui oppose Gilles-William Goldnadel à Éric Dupond-Moretti. Attention, c'est chronométré. On commence avec vous. Éric Dupond-Moretti. D'abord, la France n'extrade jamais un Français vers un pays qui pratique la peine de mort. Pas plus compliqué que ça. Et là, on jette, sans mauvais jeu de mots, un voile pudique sur la situation, pour des raisons d'image, à l'évidence. Et on interdit à une Française de revenir en France, où d'ailleurs elle pourrait être jugée si elle a commis un certain nombre d'infractions. Et tous ceux d'ailleurs qui rentrent du djihad sont jugés en France. Et là, on feint d'ignorer au fond la situation et on laisse une femme dans une situation qui ne pourrait pas être celle d'un Français interpellé en France et réclamé dans le cadre d'une procédure d'extradition vers un pays qui pratique la peine de mort. Je trouve que c'est pas normal. Et tout ça, c'est pour ne pas donner l'impression qu'on fait rentrer et que l'on accorde une faveur à des djihadistes. Mais l'autre question, c'est comment les Français vont là-bas. Manuel Valls avait dit comprendre, c'est justifier. Pas du tout. Comprendre, c'est comprendre. Puis ensuite, il y a le sort des enfants qui devraient être régis par des conventions internationales. Ce sont des enfants et on traite les enfants comme on doit traiter les enfants dans un pays de droit et dans un pays civilisé. Gilles-William Goldnadel. D'abord, on n'est pas dans une situation d'extradition puisqu'ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Donc le problème juridique n'est pas correctement posé. Moi, je dois t'avouer, mon stock compassionnel doit être limité. Je n'ai aucune compassion pour les djihadistes, quel que soit leur sexe. J'ai de la compassion pour les Kurdes qui sont massacrés, j'ai de la compassion pour les Yazidis qui sont génocidés, j'ai de la compassion pour les Juifs qui sont massacrés en France, pour les chrétiens d'Orient, pour les musulmans laïcs, pour tout ce que tu veux, mais pas pour les djihadistes, premièrement. Deuxièmement, c'est d'un sexiste extraordinaire, cette expression « femme de djihadiste ». Ça veut dire quoi, femme de djihadiste ? Les djihadistes, ils sont partis, quel que soit leur sexe, en Syrie, et on a des exemples où les femmes djihadistes étaient tout aussi cruelles que les hommes. Et sur le plan juridique, la Syrie est parfaitement compétente pour statuer. D'abord, c'est le pays où elles ont commis leurs méfaits, c'est le pays où il y a les preuves les plus formelles, donc où que je tourne mon regard, que ce soit sur le plan moral, que sur le plan juridique, pardon, je ne vois pas l'intérêt que des femmes qui sont quand même... mais dès l'instant où tu vas les séparer de leur mère, je ne trouve pas que la morale y trouvera tout à fait son compte. Et d'ailleurs, les femmes en question dont nous parlons font une sorte de chantage parce qu'elles disent ou bien on rentre avec nos enfants ou bien nos enfants restent là. Bien, Eric. Moi non plus, j'ai pas de compassion pour les djihadistes. Je n'en ai strictement aucune. Je dis seulement que si ces femmes ont commis des infractions, il est normal qu'elles soient jugées, bien sûr. Les enfants, on met les enfants à part et de côté. Mais ce que je dis, c'est que si elles encourent la peine de mort, nous avons voté en 1981 l'abrogation de la peine de mort, quelle que soit la religion, quel que soit le crime, quel que soit... voilà. Et que ça a donc vocation... Cette humanité qui existe dans notre code pénal, ça a vocation, à mon sens, à s'exporter. On a la nécessité de ne pas transiger sur ces questions. Donc ces femmes, on les fait rentrer si elles ont commis des infractions. Mais non. Mais pardon, si elles ont commis des infractions, c'est mon tour. On les juge. Voilà. C'est parfaitement prévu. Et d'ailleurs, ça se fait tout à fait régulièrement. Mais on ne prend pas le risque de les voir condamnés à mort. On fait quoi des enfants, alors ? Mais les enfants, ils viennent avec leur mère, évidemment. On fait des enfants ce que l'on fait quand une femme est incarcérée en France et qu'elle a des enfants. Non mais, la France a recommandé que la peine de mort ne soit pas appliquée en Syrie. Si le risque à prendre, c'est qu'elles encourent la peine de mort ou qu'elles risquent de faire encourir des morts en France, je suis prêt à prendre le risque. Pardon,
Voilà exactement ce que j'explique. C'est-à-dire que le terrorisme nous fait reculer sur des choses que nous avons choisies. On recule en rien. On recule en rien. Pardon. Eric, on recule en rien. Non, mais si on la Syrie est compétente. Oui, j'entends bien. Bon. La Syrie est compétente, mais avec une législation qui est la sienne. Or, il s'agit de Français. Moi, je me souviens que Thierry Ardisson s'est battu il y a des années pour Blanc. Michael Blanc. Oui, exactement. Voilà. Sans savoir s'il était coupable ou pas. Sans savoir, mais c'est pas le problème. Mais il avait peut-être 4 kilos de hashish dans sa bouteille de plongée. Mais ce qui me gênait, c'était qu'on le condamne à mort. Ben voilà, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Est-ce que je suis en train de dire que ces femmes sont innocentes? Pas du tout. Est-ce que je suis en train de vous parler de compassion? Absolument pas. Non. Je parle de nos règles. Je dis que nous avons choisi, nous les Français, et à une époque où c'était difficile d'ailleurs, l'abrogation de la peine de mort. Contre la vie générale. Contre la vie générale. Un vrai courage politique. C'est notre honneur et c'est notre fierté. Voilà. Et là, finalement, on ferait comme si on ne les voit plus. C'est-à-dire qu'on les a exclus de notre code pénal. On les a... Mais pardon. On les a exclus. Non, mais moi pourquoi les a exclus? Elles sont parties en Syrie libre. Mais les assassins aussi. Mais elles sont parties. Non, mais attends, pourquoi tu veux être encore plus juriste que les juristes? Elles sont parties, on les a pas poussées, elles sont parties librement en Syrie. Les tribunaux syriens sont compétents pour les juger, point final. Non. Moi, je ne dis pas il faut les féliciter, il faut les faire revenir, pas du tout. Je dis on les fait revenir et si elles ont commis des infractions, on les juge conformément à notre droit qui a exclu depuis de très nombreuses années la peine de mort. Je suis désolé, je ne ressens pas une supériorité morale absolue par rapport aux tribunaux kurdes, même s'ils appliquent, tu vois, je vais jusqu'au bout de ma sincérité, même s'ils appliquent la peine de mort, Dieu sait si c'est ce que ces gens-là ont ressenti. Ils sont compétents pour juger, et moi, je n'ai pas beaucoup d'âme, et je te dis, mon stock compassionnel est limité, je te le dis très franchement. Éric Dupond-Moretti, donc on va vous laisser maintenant. Je rappelle que votre nouveau livre s'appelle « Le droit d'être libre ». Il sort aux éditions de l'Aube. Et puis on vous retrouvera du 22 janvier au 24 février au Théâtre de la Madeleine. Alors là, vous allez venir dans Les Terriens du samedi. Et voilà. Éric Dupond-Moretti, merci d'avoir été avec nous. Et maintenant, on passe au zapping des Terriens. Alors, chaque semaine, nous vous proposons le tour du monde des images les plus ovniesques. Le principe, on vous montre une vidéo. Vous vous dites si vous aimez, si vous n'aimez pas, si ça vous dégoûte, si ça vous choque, si ça vous énerve, si ça vous gave. Voilà, c'est tout con. J'ai compris. Sa direction, la France, Serge. 45 kilometers. Why did it is 200 something euro? Let me see your license. Attends, je vais lui niquer l'arme là. No problem, no pay me, no problem. We can pay you, but it's not... You not pay me, no problem. 1 minute. We know the price, man. You film me is not possible in Paris. Hey, fuck you! You not pay me, no problem. So, taxi in Paris is by meter. Is the meter real? What's the problem? Look. Hey, pay me. This is my license de taxi. I take the photo. Pourquoi photo? What happened? I'm taking the outside, man. Pourquoi photo? Et voilà, alors, le chauffeur de VTC qui arnaque les touristes, ça vous énerve, Franck? C'est dingue. Ouais. Vous avez ça à l'aéroport, par exemple, vous allez dans n'importe quel aéroport, ils sont là. Et puis on sait qu'à l'arrivée, ça sera une facture de 247, 400, 500, enfin c'est honteux. Ça, je crois qu'il y a un manque total de civisme, d'amour de la patrie. Le tourisme, c'est très important. C'est pour ça qu'on dégoûte les gens. Regardez ces pauvres Chinois qui se font arnaquer dès qu'ils sortent à peine du bus. Hein. Allez, non, mais je parle des bus de Chinois, tu sais, ils arrivent là par centaines et tout. Allez, clac, clac, on leur fait les poches. Enfin, c'est honteux, quoi. Non, mais il y a un manque absolu de civisme. Et puis alors, je suis désolé, je vais parler comme Gonadel pour une fois. Quand même, un peu de répression ferait du bien, quand même. Des petites descentes de police. Eh bien, je trouve que pour une fois, tu parles bien. Monia, vous êtes horrifiée par ça? Bah, écoutez, moi je ne prends plus de Uber, tout simplement parce que j'ai eu une très mauvaise expérience travaillant ici. Je me suis retrouvée dans un Uber
qui a décidé de m'enfermer dans la voiture. Il a fermé les portières et il s'est amusé à faire 3 fois les tours de rond-point en roulant très très vite. J'ai eu très 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 peur. En fait, c'était une forme de séquestration. Donc en fait, j'ai dû taper à la vitre quand il s'est enfin arrêté au feu rouge pour sortir. Le problème, c'est qu'en fait, quand on se retrouve face à ce genre de situation, tu écris à Uber, ils m'ont remboursé 10,76 € en disant qu'ils étaient qu'ils s'excusaient. On a beaucoup d'exemples comme ça. Oui, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, taxi, c'est un métier. Oui. Et VTC, malheureusement, il y en a certains qui font bien leur boulot, mais le problème, il y a une minorité qui fait peur aux filles. Mais vous avez aussi des faux taxis, des taxis en maraude, qui peuvent faire la même embrouille. C'est pas forcément le problème des VTC, C'est pardon moins de vous le courant. dire. Maintenant, direction la Thaïlande, Serge. Ça doit vous plaire, ça. Ah bah j'adore, c'est tout. Vous Je aimez suis capable ça de regarder 50 fois parce que d'abord c'est un des animaux les plus intelligents de la Terre. Et il ne faut pas oublier que comme tous les animaux, ils préfèrent la musique classique. Moi ça doit toujours fasciner parce que vous demandez par exemple aux éleveurs de chèvres, par exemple, voilà, ceux qui ça vous gaffe, ça. Moi, en fait, ça me fait lever les yeux au ciel et pour 2 raisons. La première, c'est que... non, mais celui-là, non, mais... Mais je veux parler. Tu vas passer un mauvais quart d'heure. La première, c'est qu'est-ce que tu sais que les éléphants suivent les nuages pour savoir où est-ce qu'il y a de l'eau. Et comment ils suivent les nuages? Ils lèvent pas les yeux au ciel, contrairement à moi. Ils écoutent le bruissement des nuages. Et ils entendent des infrasons qui sont imperceptibles pour l'homme, jusqu'à 10 km. Et c'est pour ça que ça me fait lever les yeux une deuxième fois. C'est que voir un type qui joue du piano, qui joue la lettre à Élise avec son piano à queue dans la jungle... Mais il n'a pas peut-être envie de boire à ce moment-là. Si on veut simplement relaxer... La lettre à Élise... Vas-y, Pierre, vas-y. Si on veut relaxer les éléphants, excuse-moi, mais qu'on leur foute la paix. Et voilà. Tout simplement. Bravo, Pierrot. Et si. Serge. Non. Direction la Chine. Ils sont comme nous, les animaux. Hello, everyone. I'm an English artificial intelligence anchor. My chance to go watch Made in China. We play ping pong ball Made in China. Get bitch metal says pay Made in China. It had brother black car Made in China. She said that she didn't delay. I will work tirelessly to keep you informed as texts will be typed into my system, uninterrupted. She all made it in China. She all made it in China. She all. Et voilà, alors ça c'est énorme. Natacha, ça vous horrifie ça, j'imagine. Non mais d'abord il y a la question sociale et on regarde ça et on n'entend pas que Raquel se dire mais c'est extraordinaire, fini les grèves, fabuleux, hein, il va travailler 24 heures sur 24. Pour l'instant, on se dit que ça concerne le présentateur du JT, mais en fait, c'est la production même des articles qui est produite par intelligence artificielle. Finalement, des journalistes ont trouvé que c'était formidable, l'uberisation de la société, que les algorithmes, ça allait changer notre vie. Ils vont peut-être un jour comprendre qui sont les prochains sur la liste. Et qu'en effet, à force de remplacer les hommes par des machines, eh bien, ce sont plus seulement les ouvriers qui vont se faire ramasser, qui vont se faire le chômage. Maintenant, ce sont les métiers de service, les avocats, tous. Voilà. Donc, on va tous être paupérisés. On ne gagnera pas notre vie. On va nous donner un revenu universel pour qu'on puisse continuer à consommer et à regarder notre télé où il y aura ce charmant jeune homme qui viendra nous raconter tout ça. Direction les États-Unis, Serge. Et voilà, les règles et les normes changent. Gilles William, ça vous dégoûte? Je trouve pas ça un progrès. D'abord, est-ce qu'on est obligé de montrer ses humeurs corporelles? Moi, je vous montre. Pourquoi pas? Donner. Mais c'est rien à voir. Raquel,
C'est vrai que c'est un sacerdoce de devoir s'occuper de ces règles et que finalement, moi je trouve beaucoup de courage aux filles qui sont dans ce mouvement. On a beaucoup parlé de liberté ce soir avec Dupond-Moretti. Et ben le fait de devoir adapter sa vie sociale à une contrainte qui est anatomique, c'est un renoncement à la liberté dont je comprends parfaitement qu'on puisse se dire je m'en émancipe et je décide d'être libre malgré et avec mon anatomie. Bravo! Natacha. Mais quel faillot! Ça, c'est toute ta vie, ça. Hein. Natacha Polony. Non, mais on peut justement trouver les moyens de s'adapter, d'apprendre à gérer cela sans pour autant l'imposer aux autres. Je ne vois pas l'intérêt, tout simplement parce que là, l'idée, c'est quand même de le montrer. Pas du tout. C'est-à-dire de faire en sorte... Non, c'est montrer. Donc, la liberté, ce n'est pas d'imposer dans l'espace public quelque chose qui est de l'ordre de l'intime. Ça fait partie de l'intime, ça n'a rien de répugnant, ça n'a rien de sale, mais ça fait partie de l'intime. Et la vie sociale, c'est justement de ne pas imposer son intimité. C'est le monde patriarcal qui a décidé que ça, c'était intime. Direction de la Colombie, Moi, je vais vous dire, personnellement, j'adore voir des gens nus. Je regrette qu'on ne soit pas nus. Ah oui? Ah ouais. Ça te plairait que là, tout de suite, on se Moi, déshabille tous? pas. Non, mais franchement, leur truc de dissocier la sexualité avec la nudité, mais c'est complètement Et con. alors, Mais c'est complètement con. dans les camps nudistes, tout le monde ne baisse pas toute la journée non plus. Sauf au Cap d'Agde. Compte tenu de la pression de l'Église catholique, c'est absolument révolutionnaire de faire ça. Monia, vous, ça vous fait marrer, vous. Vous êtes tombé des nues. T'as compris? Je suis quelqu'un de très pudique, donc finalement, moi, l'origine du monde, je préfère aller la voir au musée d'Orsay qu'en vrai. Et là, je me tourne vers mes amis avocats. Peut-être concernant le droit de ces œuvres, est-ce qu'on a affaire à de la nue propriété? Ouais, honnêtement. Ça, c'est snob, ça. C'est pas désirable d'être à poil, non? Ça ne m'apporterait rien de particulier. Nous non plus. Hein. Non, mais franchement... Je préfère continuer à associer la nudité et la sexualité et à fantasmer sur un corps nu en me disant qu'il va se passer quelque chose. Je trouve ça plus intéressant que de réduire le corps nu à la simple, je sais pas, le simple mouvement de la chair. Et voilà, on se retrouve après la pub avec les terriens de Tanguy Passion. Bonsoir, les terriens du dimanche. Bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Toujours en compagnie des 6 mercenaires. Natacha Polony, Raquel Garrido, Monia Cachemire, François-Olivier Gilbert, Gilles William Gonadel, Pierre Licia. Et maintenant, c'est l'heure des terriens de Tanguy Pastion. Ça va Tanguy? Ça va très bien et vous-même? Sûr? Ah non, maintenant que vous me posez la question, je me sens un peu moins bien, mais c'est mon côté... On passe à Pastion. D'accord. Une semaine, c'est pas grand-chose une semaine. Ça laisse le temps à Trump de faire quoi? 1000 à 2000 tweets? À Michel Polnareff de faire 0 chanson? En une semaine, on fait l'amour 7 fois, donc à 14 pieds si on est Georges Tron. Tiens, prenez Macron.
Ben, il y a une semaine, il célébrait la paix. Il était bien avec Trump. Ils ont fait un concours de pouces. Hein, vous faites ça le long de l'autoroute. Tous les camionneurs s'arrêtent, vous prennent et vous vous faites violer par leur berger allemand. Alors, ce n'est pas ce doigt-là qu'ils avaient envie de se montrer l'un l'autre, hein, mais ils sont très polis. Alors, Trump était arrivé juste avant en compagnie de... on sait pas qui, hein, parce qu'on voyait pas son visage. Moi, je pense que c'était Chewbacca. Alors, si Franck Provost se fait retourner par Daesh et qu'il impose la burqa à sa femme, ça donnera ça. Alors, certes, Trump déteste Macron et ça se sent. Notre champion de frotti-frotta lui a tout fait. Il lui a caressé la jambe, rien. Il est remonté jusqu'au genou, rien. Ce n'est qu'au moment où Macron lui a dit « Et si je te l'attrape avec 2 doigts, mon gros loup, tu me feras un sourire ?» que l'autre a répondu « Merci, ça va aller. » Non. Alors qu'avec Merkel, mais tout est simple. Ils s'accrochent l'un à l'autre dans le même manteau. On dirait des frères siamois dont l'un serait transgenre. Macron avec Merkel, il a la confiance, il sait qui va assurer. Et puis il s'occupe bien d'elle, il lui fait la lecture, elle le rémunère en chèque emploi-service. Et quand elle bouge son boule, il a envie de le lui claquer. Hein. Ah bah, il n'y a pas une énorme différence avec un show de Jay-Z et Beyoncé, à part les fringues. Hein, la relation franco-allemande, elle est très haute, et cette fois, on risque pas de se faire tondre si on couche les uns avec les autres. Alors... Ils ont pris le train ensemble. Hein. Nous, on connaît la seconde classe. Hein. Bon, on n'a pas de place pour ses jambes. La première, c'est mieux, sauf si on était diri-neur, auquel cas on doit voyager dans l'espace bagage, mais le contrôleur râle si vous n'êtes pas étiqueté, enfin. Mais eux, ils sont en classe luxe, plus. Boiserie et loupiote tamisée. C'est la chambre d'Édouard Balladur, mais sur rail. Et regardez cette image. Merkel-Macron, c'est de la douceur dans un monde de violence. Mais oui, c'est tellement de sucre qu'on a envie de les secouer tous les deux au-dessus des gaufres. Et ils sont aussi chauds que des marmottes en rut, à tel point que les gens pensent en voyant Merkel qu'il s'agit de Brigitte. Quand elle se présente à l'Élysée, les gardes disent à Merkel « Ah bah voilà, toi, c'est à cette heure-là que tu rentres, Manu est au lit, il attend que tu le bordes !» Bref, que de l'amour, mais ça n'a pas duré parce que 2 jours après avoir quitté la France, Trump s'est défoulé sur Twitter. Pour lui, c'est l'équivalent de 2 heures de yoga. Après, il est zen, c'est-à-dire qu'il défonce juste son bureau à coups de tête en hurlant. Il a écrit que Macron était impopulaire, qu'on avait un fort taux de chômage. Mais depuis quand est-ce que Twitter sert à dire la vérité? Mais on est en train de bousiller cet outil formidable. Trump, c'est le type qui, dans un hôtel, dit à l'accueil « c'était super » et qui, sur TripAdvisor, écrit « n'y allez pas, c'est nul, ça pue, la vue est minable, les gens sont cons ». Alors, il faut dire qu'il a eu un séjour pourri. Il a passé le week-end à regarder des gens pioncer. Le roi du Maroc, Louis XIV-18, il s'en tape comme Philippe Laville de son premier planteur. Et à côté de lui, Merkel avait carrément ses écouteurs. Elle écoutait Carla Bruni, ça se voit, elle dort aussi. Gérard Larcher également dormait. Il hiberne. Tout l'hiver, il dort et l'été, il sommeille. C'est lui que De Rugy aurait dû lâcher tout nu dans les Pyrénées à la place des ours. Au moins, lui, n'attaque pas de brebis. En tout cas, pas sans sauce. Ensuite, Trump et Mélania ont quitté Manu et Bribri. Mais la bagnole de Trump dégage tellement de gaz qu'ils sont à peine vus. En général, quand il y a autant de fumée dans les films d'horreur, juste après, les zombies déboulent. Les zombies, ce sont ces créatures qui ont la patate, enfin, si on les compare à Gérard Larcher. Alors, Anne Hidalgo, voyant ça, a bien sûr émis une fatwa contre Trump. Elle a appelé à l'empaler sur un Vélib sans selle. Donc, revenu chez lui, le touriste est mécontent, il s'exprime, c'est normal. On n'est pas bien reçu, C'est ça la France. Alors Trump n'aime pas Macron, mais Macron il s'en fout parce que d'autres l'adorent. Il y a il y a ses ministres parce qu'ils n'ont pas le choix, c'est ça ou Laporte. Allez, ce sont les macronphiles. Avec Christophe Castaner, qui, comme d'habitude, a salué des flics. Sauf qu'au lieu d'une couche, ils en ont fait une deuxième derrière. Techniquement, ce sont des lasagnes. Castaner a dû partir à la pêche aux mains. Alors, il a aussi salué des chevaux. Il fait tout, les hommes, les animaux. S'il croise José Bové, il va lui tirer la moustache pour dire bonjour à l'ensemble des espèces qui vivent dedans.
Sébastien Lecornu, un ministre de la cohésion des territoires, a lui assisté à un congrès et il en a profité pour se vider le nez. Hein. Ça a duré 3 heures, donc il a eu le temps de se curer la moitié de la tête. À la fin, il sortait des bouts de cerveau. Hein. Mais ça va, il s'en sert pas, un ministre de Macron. Il suffit de dire oui, chef, d'accord, chef, comme vous voulez, chef. Et sinon, Merkel, dans l'intimité, elle est comment, chef, hein. Franck Riester, ministre de la Culture, lui, s'est rendu au Louvre, à Abu Dhabi. C'est comme le Louvre, mais avec des Arabes. Alors, il a vu un sarcophage qu'on a ouvert, et surprise, alors qu'on s'attendait à voir Gérard Collomb, eh bien, c'était un de ses potes de l'époque. Il a aussi vu un gros Bouddha en train de glander. Il s'agit d'une œuvre sur le quinquennat de François Hollande. Puis, il est rentré à Paris et il est allé où? À une expo. Hein, il a déjà vu plus de bustes que le petit ami de Nabila. Donc là, il s'agit d'une sculpture représentant Alex Vizorek moustachu, hein, sans doute de l'art belge. C'est surréaliste, hein, c'est comme la carrière d'Ariel Dombal, il n'y a rien à comprendre. Vous voyez? Crossover, hein. T'es rien du samedi, t'es rien du dimanche. Moi, je fais vivre la marque, hein, je cite les autres, enfin, etc. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a écouté chanter une chorale scolaire. Atroce. 40 gosses en train de glapir l'ode à la joie. C'est une vraie pub pour la contraception. Hein. Et Blanquer a débloqué 20 millions d'euros pour développer la chorale à l'école. Mais des mères laissent leurs enfants devant la DAS en leur disant « Si on avait su que tu te mettrais à chanter, Kevin, j'aurais dit à papa de finir dans l'évier de la cuisine. » Ah mais attendez, mais ça, c'est la tête qu'on fait quand on vient d'écouter une chorale de jeunes. Alors Blanquer était, vous le voyez, avec Gabriel Attal, hein, qui bosse avec lui, et qui a fait une conférence en basket. Hein, c'est un jeune, donc il est ouf. Quand il vient au Conseil des ministres, il check Jean-Yves Le Drian en lui disant « Wesh, gros, ça va, frérot ?» Alors, non, les jeunes, c'est très con, hein, à part ceux qui sont dans le public. Hein. Je dis ça parce que j'ai pas fini ma chronique et que j'ai encore besoin de leur soutien. Parce que Gabriel Attal a quand même écrit à une démocrate américaine lors de sa victoire « Congratulations, hashtag Team 29 ans ». Hein, comme si avoir 29 ans était une qualité. Ils sont tous les deux nés en 89. Mais enfin, si Alain Juppé voit cette photo de Morano qui cette semaine a croisé le Père Noël, il va écrire quoi? « Bravo mon pote, t'es bien seul barbu qu'Hélène Nadine, hashtag Team 112 ans ». Parce que si on va par là, Marion Maréchal aussi est de 89. Donc c'est juste un âge, comme le disait naguère Jean-Luc Lahaye, ses conquêtes de première aile. Enfin, Gérald Darmanin, un yeuve, hein, il est de la team 36 ans, a croisé cette semaine une dame dans la souffrance puisqu'elle s'est fait avaler par un renard polaire. C'est atroce, on distingue encore son visage dans la gueule de l'animal. Darmanin n'a rien pu faire. Pas de fourrure. Allez, maintenant, ils détestent Macron autant que les Femen, les magasins Etam lingerie. Ce sont les macronphobes. Avec Benoît Hamon, tiens, qui est allé à Bilbao, hein, où il a visité le musée Guggenheim. Il a fait face à 8 représentations humaines, ce qui, pour lui, qui est seul dans son parti, correspond à une foule immense. Pour lui, déjà, c'est beaucoup. Quand il croise un copain, il se met à hurler « Bonsoir Paris, merci d'être là ce soir !» Puis, il a pris la même pose qu'une dame nue sur une œuvre. Il imite les tableaux. Lui s'y voit la naissance de Vénus. Ensuite, il court chez le poissonnier et saute entièrement nu dans les coquilles Saint-Jacques. Florian Philippot, lui, a fait le salon Made in France à Paris, où il a testé un masque anti-pollution. Hein, avec ça, il peut passer tout un week-end à l'arrière de la bagnole de Trump sans crever. Alors, ça fait aussi masque anti-connerie. Hein, on est obligé de fermer sa bouche, donc on ne peut plus rien dire. Seul souci... Philippot, avec le masque, fait plus penser à Hannibal Lecter dans Le Silence des agneaux qu'à un mec qui pense à sa santé. Une dame s'est mise à crier « Purée, c'est Michel Fourniret ». Résultat, un quart d'heure plus tard, le salon Made in France était vide. Alors Nicolas Dupont-Aignan était également au salon où il a vu des saucissons fabriqués avec les restes humains que Philippot a laissés derrière lui.
Marine Le Pen, elle, a commémoré 14-18 à Hénin-Beaumont, avec Steve Briois, le maire. Alors, on les a recouverts de pompons. On dirait les rideaux de ma tante en plus froissés. Puis, Briois a demandé sa main à Cindy, une fillette, ce qui se fait communément, mais en Inde. Encore un effet de la mondialisation. François Hollande, lui, a annoncé son retour. Alors, on ne sait pas avec qui il a signé, si c'est avec le festival Juste pour Rire ou le Jamel Comedy Club. Il revient à l'automne. Il a la même vie que la gastro. Mais le rappeler ne serait pas une si mauvaise idée que ça. Parce que là, regardez, il était à Brive. Il a bien souligné qu'il avait plu. Or, 75 départements sont toujours en alerte à la sécheresse. Mais Hollande, vous le mettez en Somalie, un quart d'heure plus tard, il y a un marais et les gosses viennent pêcher des têtards. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, elle a visité une forêt avec des potes. C'est ringard comme la couverture d'un vieux livre de poche d'Agatha Christie. Malheureusement, a soudain surgi d'un buisson la bête, l'ogre des bois, Philippot, qui s'est précipité vers le groupe en hurlant « Retirez-moi ce masque à la con !» Valérie Pécresse, croyant voir le fantôme d'Émile Louis, a fait un arrêt cardiaque. Elle a été enterrée sur place. Rachida Dati, maire du 7e à Paris, a, elle, présenté sa nouvelle équipe, la team 8 ans et demi, qui a voté en conseil municipal la gratuité de la chaîne Piwi Plus pour tous, la baisse du prix du litre du Fanta Citron, ainsi que le droit de jouer avec son zizi. C'est ça, les gosses. Alors Rachida Dati, bien sûr, s'est dite ravie de collaborer avec des gens qui ont le même âge que son visage. Quant à Jean-Luc Mélenchon... Oh non. Vous venez de la comprendre. Quant à Jean-Luc Mélenchon, il s'est recueilli en mémoire des victimes des effondrements d'immeubles à Marseille, puis s'est recueilli le 11 novembre et s'est recueilli devant le Bataclan. Il a passé la semaine à se taire. C'est le seul point positif de toutes ces horreurs. Le Bataclan, 3 ans déjà, et ça reste tellement lourd. Anne Hidalgo et le maire de Londres ont bien tenté de détendre l'atmosphère en gonflant des ballons avec leur sexe, mais l'ambiance n'y était pas. Moi, ça fait 3 ans que dès que je vais quelque part, je regarde où est la sortie. D'ailleurs, si c'est un concert de Maître Gims, je sors. Allez, maintenant, ils vivent en France. Ils sont comme le coq, sauf qu'ils ne se mettent pas de plumes dans le croupion parce que ça fait très, très mal. Ce sont les gens d'ici. Avec Alain Juppé, qui a commémoré lui aussi la Première Guerre, et ça l'a d'autant plus touché qu'il était à l'école avec les gens dont les noms sont inscrits sur le monument aux morts. Sinon, Ségolène Royal songe à se représenter à l'Élysée, mais pas pour elle, a-t-elle dit, pour la planète. La seule sphère ronde à être plus grosse que le melon qu'elle a à la place de la tête. On a donc 3 ans pour sauver le monde et éviter cette candidature. La faune qui meurt, les famines, les inondations, ça ne nous touchait pas. Mais le retour de Royal, ça, c'est une vraie menace pour nous. Alors mobilisons-nous. Vous avez vu les retours? Hollande, Royal, la France, c'est plus un pays, c'est une famille recomposée. Alors Royal, à France 2, a croisé le chanteur Soprano, qui lui a dit l'avoir vu à Marseille quand il avait 14 ans. Il en a 39. Et écoutez le calcul de Royal. C'était quand? C'était quelle année, Marseille? Oh là là, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. C'était pas en 2007? Non, c'était un peu avant. Même avant. Vous aviez quel âge? Moi, je devais avoir 14 ans quand même. Alors, 14 ans. J'en ai 39, 14 ans. Oh là là, je me rappelle. Si, c'est ça. C'est ça? Non, c'est plutôt. Bah oui, c'est ça. 39 moins 14 égale 25. Bah oui, 2007, c'était il y a 25 ans, les gars. Le temps passe vite. En exclusivité, voici ce qui se passe dans la tête de Ségolène Royal. 9 fois 6, 54 plus 3, 57. Multiplié par 10, 570. Plus 25, 595. Voilà. On est à peu près dessus. Je retiens 4 et je fais plus 2. Bonne nouvelle sur le front du commerce extérieur. Jack Lang a enfin trouvé preneur. Ce sont les Émirats Arabes Unis qui l'ont acheté. Ça fait 79 ans qu'on a essayé de leur fourguer. 79 ans pour Ségolène Royal, ça veut dire qu'il est né en 2002. Enfin, grâce à Dupont-Aignan, tenez-vous au courant du prix de l'essence. Le 25 octobre, le samplon 98 était à 1,70. Le 12 novembre, à 1,50. Plus ça baisse, plus il est vénère. Vous lui offrez un plein, il démonte la station au pied de biche, ce malade. Et oui, les gilets jaunes sont sortis.
Un mouvement qui fait appel à nos sens, parce qu'à force de jamais être écouté, les gens, ils se font voir. Un gilet jaune, c'est comme un socialiste de gauche. Quand il y en a un, on le remarque. Mais tous les Français ne manifestent pas, attention. Les collaborateurs de Benjamin Griveaux, par exemple, ils n'ont pas le temps de protester dans la rue. Ils ont plein de trucs à faire. Aller à l'agence bancaire pour placer leur argent, commencer les achats de Noël, réserver les Seychelles pour décembre. Mais Griveaux, c'est lui qui parle du peuple comme des gars qui fument des clopes et roulent au diesel. C'est-à-dire que les mecs se gavent sur l'argent public et derrière vous insultent. Mais enfin, Benji, on ne ment pas grand-chose, mais au moins la reconnaissance du ventre. Sois poli, vieux, parce que sinon, au repas de fin de saison en 2022, il n'y aura pas de rab. Trump qui se fâche, les gilets jaunes qui manifestent. Dire qu'il y a une semaine, Macron était à la fraîche, une main sur le genou de Merkel, à lui couler un regard franco-allemand à la rendre aussi humide que le Rhin. C'est pas grand-chose une semaine. C'est pas grand-chose une semaine, et à la fois, c'est très long, notamment pour Ségolène Royal, pour qui ça fait 24 jours. Bisous. C'était Tanguy Passion. On se retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur scène et sur mycanal.fr. Et maintenant, on va jouer. Non, c'est tu vas perdre. C'est le winner de l'actu. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais, ready. Vous êtes concentrés. Vous aussi, maître. Je suis d'une grande sérénité. De toute façon, il compte pas. Celui qui sait qu'il va vaincre. Attention. D'après le livre Mélenchon aux portes du pouvoir de Mélanie Delattre et Clément Fayolle, il est très bien publié ce chez livre. First, à quel événement Jean-Luc Mélenchon était-il présent? Au mariage de Nicolas Sarkozy, à l'anniversaire d'Éric Zemmour, au pot de départ de Pierre Gattaz ou à la bar mitzvah du petit-fils de Gilles-William Golnadel. Mais c'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! Selon ces deux personnes qui osent s'appeler journaliste, elle dit qu'à cet anniversaire, il y avait Ricky Martin. Mais c'est faux! Elle n'a toujours pas donné la réponse. La réponse, selon ces usurpateurs, c'est l'anniversaire d'Éric Zemmour. Oui. Et elle dit qu'il y avait Ricky Martin, genre 1, 2, 3, un pasito pa'lante, voilà. Bref, whatever. C'était Dick Rivers. Bon. À l'anniversaire de Zemmour, il y avait Dick Rivers avec sa perruque et évidemment Jean-Christophe Cambadélis. Non mais la réponse est fausse non, mais ce qui est parce totalement qu'il était dingue- aussi à la bar mitzvah de mon petit. Non, mais ce qui est fou, c'est que dans ce livre, à part ce chapitre qui est faux, que d'ailleurs, je crois qu'ils l'ont même reconnu eux-mêmes, qu'ils ont confondu Ricky Martin et Dick Rivers, ils ont écrit dans ce bouquin que j'ai eu l'examen d'avocat par équivalence. Ils ont écrit noir sur blanc que je n'ai pas passé l'examen d'avocat. Mais qui tu accuses qui, là? Les deux journalistes, Les deux, Clément c'est pas grave. Mayol. Qu'a fait Brian Camp, le candidat républicain aux midterms dans l'État de Géorgie? Il a confondu Rihanna et Madonna. Il a tourné un clip armé d'une tronçonneuse. Il a brûlé un drapeau LGBT. Tu te rends compte? Il a déclaré que si Dieu avait un fils, il ressemblerait à Donald Trump. Tu peux y aller. Tu peux y aller, mon fils. Il a tourné un clip armé d'une tronçonneuse. Oui, comment tu sais ça? Parce que je l'ai vu. Tiens, Magnéto. I own guns that no one's taking away. My chainsaw's ready to rip up some regulations. I got a big truck, just in case I need to round up criminal illegals and take them home myself. Et voilà. Il est super, ce Bah oui, parce vraiment. que... On a envie de voter pour lui. D'après les Échos, à combien s'élèvent les va dépenses tomber à la personnelles de Kim Jong-un depuis son arrivée au pouvoir en 2012? 1 milliard de dollars, 2 milliards de dollars, 3 milliards de dollars, 4 milliards de dollars. Je suis snob. Bon, marche pas. Moi, je veux Vas-y, dire combien? 3. Dis combien? Non. 4 milliards. 4. Le dictateur nord-coréen a dépensé 147 millions de dollars rien qu'en whisky, en cognac, et 2 milliards de dollars en appareils high-tech. Il est comme tous les dictateurs communistes, finalement. Il est comme Staline. Ça ne devrait choquer personne. On a appris dans un documentaire qui s'appelle Les Hommes du dictateur que Kim
aller envoyer des hommes du Nord... Tu l'appelles Kim, c'est un intime. Kim Jong-un. C'est son nom de famille. Que Kim Jong-un envoyait des immigrés à l'étranger pour travailler, pour ramasser de l'argent et financer le programme nucléaire. Parce qu'au-delà de sa fortune personnelle, c'est quand même incroyable, c'est que jamais personne s'était posé la question de savoir comment le programme nucléaire était financé. Et ce documentaire a reçu récemment le prix Albert Londres. Donc vous avez noté une prise de distance remarquable entre Raquel Garrido et Kim. Mais t'as vu les cheveux, t'as vu mes cheveux. Oui, c'est peut être en proximité avec quelqu'un avec cette Oui, non, mais c'est assez historique. D'après un article de Laurent Alexandre dans l'Express, qu'est-ce qui protégerait du cancer? Croire en l'existence des fantômes, posséder un Picasso, vivre près d'un sex shop ou porter une moustache comme Pierre Licia. C'est très compliqué. Voilà. Moi, je vais dire comme ça de près, peut-être. C'est un peu con comme réponse, mais c'est peut-être ça. Vivre près d'un sex shop. Non. C'est porter une moustache. Non, alors, si j'avais un truc... Croire en l'existence de fantômes. C'est posséder un Picasso, mais je marche pas. Voilà, t'as gagné. Mais non, il marche pas. Ce que dit Laurent Alexandre, en fait, il dit que... on dit que manger bio diminuerait les risques de cancer. Mais c'est une corrélation accidentelle, parce que si tu manges bio, c'est que tu as du pognon. Bah oui. Et si tu possèdes un Picasso, c'est que tu as aussi du pognon. Donc tu as moins de chances d'avoir le cancer. Qu'est-ce qui s'est vendu 234 000 € à une vente aux enchères la semaine dernière? Une lettre de suicide de Charles Baudelaire, une pipe à opium d'Arthur Rimbaud, une flasque d'absinthe de Victor Hugo, ou un gars de ceinture de Colette. Une lettre de suicide de Charles Baudelaire. Bravo, gagné. Bravo. Et c'est vrai que Baudelaire a tenté de se suicider à l'âge de 24 ans. Il a écrit une lettre qui dit « Je me tue parce que la fatigue de m'endormir et de me réveiller me sont insupportables. » Extraordinaire, bravo. Bravo Charlie. Il était bien. Il était pas mal, ouais. Alors, lors de leur première nuit passée ensemble, qu'a répondu Barack Obama lorsque Michel lui a demandé à quoi il pensait? Aux enfants que nous aurons, chérie. À la chance que j'ai eue de te rencontrer, chérie. Aux 60 prochaines années que nous allons passer ensemble, chérie. Aux inégalités de revenus, chérie. Mais ça marche pas, je te dis. Mais je dirais aux enfants que nous aurons. Non. Ça marche À la finalement. chance que j'ai eue de te rencontrer. Oh merde! Je sais en plus. Aux inégalités Ça marche de revenus. pas. Ouais. Ah non. C'était plus con. Non, c'est dans le livre de C'est dans Michel. le livre. Oh, j'aurais dû le mettre. C'est la martingale gagnante. À quoi Florence Forestier a-t-elle recours pendant son one-man show, joué actuellement à Paris, à des gardes du corps exclusivement féminins, à des perroquets qui répètent les meilleures répliques de son show, à des housses de sécurité pour téléphone portable, ou à un sosie qui s'appelle Florine Foresti et qui fait le spectacle à sa place. Elle est hystérique contre les portables. Parce que dès qu'un portable sonne, elle perd ses moyens. Je l'ai vu, moi. Je l'ai vu. Non, non, mais tout le monde quand ça sonne, elle devient folle. Je l'ai vu, Vous avez raison. C'est une housse. C'est une petite housse dans laquelle on met son portable. La housse est verrouillée à l'entrée du spectacle et les gens ne peuvent pas s'en servir. Alors, égalité entre Raquel et Pierrot. C'est le Super Banco. Ah bon, on s'arrête pas là? On se concentre parce que celui ou celle qui va gagner On joue tous. aura tout remporté. comment tu dis que je joue? C'est injuste, c'est injuste. C'est injuste. Attention. Dans quel endroit un nombre important de familles déverse-t-elle les centres de leurs défunts? Du haut de l'Empire State Building, dans une bouteille de Coca-Cola, dans les parcs d'attractions Disney ou dans la farce de la dinde de Thanksgiving. Je le sais. Empire State Building. Non. Disney? Ouais. Je le sais. Natacha. Le cerveau d'or. Et pour Natacha Polony.
voilà, c'était l'Éternel du dimanche, l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission, à commencer par Stéphane Simon. À samedi, 19h. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.